Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Allons-y, c'est parti pour le meilleur de la revue de presse de Nicolas Canteloup, avec la complicité, bien évidemment, de notre Julie. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Bonjour, aujourd'hui je reçois Xavier Bertrand, ministre du Travail, pour la réforme des retraites. Alors, Xavier Bertrand, il n'y a plus de retraite ? Non, Jean-Pierre Elkabbach, je ne peux pas vous laisser dire ça, Jean-Pierre Elkabbach. Oui, Jean-Pierre Elkabbach, nous changeons tout. Mais regardez le mot retraite dans le dictionnaire, il ne change pas. Le mot retraite ne bouge pas. R-E-T-R-A-I-T-E. On aurait pu changer, nous aurions pu aller plus loin. Appeler ça pourboire. Non, nous ne l'avons pas fait, Jean-Pierre Elkabbach. Par respect pour les Français. Oui. Alors, une question, la question qui me touche personnellement. Est-ce que vous allez augmenter le minimum vieillesse ? Ça, c'est vache. Oui, Jean-Pierre Elkabbach, ça va augmenter. Et je dis, Jean-Pierre Elkabbach, à tous nos concitoyens, soyez patients. Ne mourrez pas tout de suite. Ça va augmenter. Et puis, Jean-Pierre Elkabbach, il faut le noter, nous allons aussi reculer l'âge de prise de la retraite. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, je peux rester encore un petit peu. Ça va faire plaisir à la rédaction. Alors, on dit, ne me coupez pas, on dit qu'il y a aussi d'autres solutions pour financer les retraites. Par exemple, la taxe sur les revenus financiers. Vous savez, Jean-Pierre Elkabbach, la France est le premier pays en matière de taxation. Ah, ben au moins on est premier en quelque chose. Voilà, prends-en de la graine, Canteloup. Une phrase, un rire, bienvenue sur Rire et Chanson. Alors, Xavier Bertrand, le Premier ministre est mis à l'écart. François Fillon n'est pas invité les jeudis au petit déjeuner. Par contre, il y a 7 ministres dont vous êtes, répondez. Jean-Pierre Elkabbach, vous connaissez les habitudes de la Ve République. Il y a toujours eu des ministres, on les appelait les visiteurs du soir. Ouais, moi j'appelle ça les faillots. Xavier Bertrand, vous êtes le chef des faillots, mais pourquoi 7 ? Pourquoi ce chiffre 7 ? 7 ministres qui visitent le président de la République. C'est les 7 mercenaires ? Non, écoutez, vous trompez de filmographie, Jean-Pierre Elkabbach. Vous n'êtes pas sans savoir, Jean-Pierre Elkabbach, que depuis 6 mois, il y a Blanche-Neige à l'Élysée. Il fallait donc en trouver 7. Merci, prof. Demain, je reçois Simplet. À vous geler. On va parler foot maintenant. Les Lensois sont tristes. Ce matin, Lens est en Ligue 2. Le PSG se maintient. Il restera en Ligue 1. Bravo, félicitations. Voilà une équipe qui sait nous faire rêver. Vive Paris, vive le PSG, vive le petit Saint-Germain. Petit Saint-Germain. Monsieur Gaudin, bonjour. Bonjour. Alors vous félicitez le PSG, mais j'ai l'impression qu'il y a un brin d'ironie dans votre voix. Mais pas du tout. Mais au contraire, par contre, rappelez-moi la place de Marseille, la place de l'OM au classement général. Je n'ai pas suivi ce week-end. Attendez, mais ils sont 3e. L'OM est qualifié pour la Ligue des Champions. Troisième, voilà, c'est ça. Nous sommes 3e. Le PSG est 16e, c'est ça. Ouais. Oui, donc ils sont juste derrière nous, juste 13 places derrière nous. Ils nous talonnent, les bougres. Écoutez, ça va, monsieur Gaudin. Pas de mauvais esprit, arrêtez ça. Pas du tout, mais madame Julie. Mais moi, ce qui me fait chaud au cœur, c'est quand j'ouvre le JDD et que je vois marqué en gros, je cite le président du PSG, Simon Tard, je le cite, le PSG est au paradis. Mais c'est un grand philosophe, ce monsieur, c'est un moine bouddhiste, 16e, avant-dernier, et il est au paradis. Mais il faut tout de suite le nommer Premier ministre, au ministre de l'économie. Il y a 12 millions de chômeurs en France, c'est moins qu'aux États-Unis. On va être au top avec lui. Encore bravo le PSG pour cette 16e place. Mais ils ont eu chaud. Avant-dernier, mais quelle belle saison. PSG. Oui, bon, ça va, monsieur Gaudin. Un petit mot de Bordeaux maintenant, qui après une très belle saison finit 2e. Oui, la place du con. Bonjour, vous êtes content pour votre équipe? C'est ravi. J'ai remarqué que ce matin, tout le monde parle de Lyon, de Marseille, du PSG, de Lens, mais pas un mot sur Bordeaux. Eh ben voilà, on fait, nous. Deuxième, c'est vraiment la place du con cette année. Voilà, une équipe à l'image de son maire. Moi, je suis comme Bordeaux. J'ai jamais eu le titre.
Écoutez, je vous laisse. Salut les biloutes. Au revoir, monsieur Juppé. Allez, on va recevoir maintenant le journaliste sportif préféré des Français. C'est Nelson Montfort. Bonjour, Nelson. Ouais, bonjour Julie, hello July, bonjour Jean-Michel, hello John Michael, bonjour à toute l'équipe de la rédaction, hello The Grad Paper. Écoutez, je suis vraiment ravi de vous annoncer cette nouvelle historique pour le tennis français. Mais quoi? Tous les joueurs français, je dis bien tous les joueurs français sont encore en lice dans ce tournoi de Roland-Garros 2008. Mais enfin, Nelson, c'est un peu normal. Roland-Garros, ça ne commence que lundi. Oui, ben justement, je préfère annoncer la nouvelle maintenant parce que lundi matin, dès 9h, ce sera trop tard. En fait, la solution, ce serait que nos tennisman français puissent s'inscrire à Roland-Garros comme dans les films à Cannes, hors compétition. Et tant que j'y suis, je peux même vous donner les résultats de la finale de Roland-Garros dans 15 jours. C'est Nadal contre Federer en 4-7. Oui. Voilà, le foot, c'est toujours Lyon qui gagne. Bon, le tennis, d'accord. c'est toujours Nadal ou Federer. D'accord. Le bilan, c'est que dans le sport, en ce mais ça moment, va. on s'emmerde dans le sport. Nicolas Canteloup, la revue de presse que chaque matin du lundi au vendredi c'est à 8h45 avec Julie et Jean-Michel Duez. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Pierre pourquoi j'allais l'appeler Charles Bénichou? Je ne sais pas pourquoi. Pierre Bénichou. Et l'homme qui a failli me faire perdre à qui veut gagner des millions, Philippe Tesson. Oui, on n'en a pas reparlé de cette histoire. On n'en a pas reparlé de cette histoire-là, Philippe Tesson, mais j'en ai gros sur le cœur, vous savez. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez. D'abord, vous avez gagné. J'ai gagné, mais Bon, grâce à alors, moi, on n'en pas parle grâce plus. à vous. On n'en parle plus. Non, mais un jour, j'étais à table avec un ministre. Comme d'habitude, la routine, quoi. Dans le téléphone, ce portable sonne, il était 1h30, et j'entends bonjour à l'appareil, Jean-Pierre Foucault. Vous connaissez le tableau? Mais rien, pas un mot, tu sais, il te prend un froid comme ça. Vous connaissez le tableau de Géricault, le radeau de la Méduse. Oui. Qu'est-ce qui a posé, qu'est-ce qui a notamment posé dans ce tableau? Est-ce Delacroix, Lamartine, Pierre Bénichou? C'est Delacroix, évidemment. De la croix. Alors, moi, j'étais très gêné parce que j'avais en face de moi un convive. Et j'ai dit, mais j'étais pas encore très réveillé, il faut dire. J'ai dit, vous voulez me répéter la question? Et je connaissais la réponse. Il me répète la question et ce salaud, avant même que j'ai pu ouvrir la bouche, me dit, c'est trop tard. Alors que j'allais dire Delacroix. Alors ensuite, bon, j'ai rappelé Foucault, j'ai béqué, qu'est-ce qui était invité, j'en savais même pas qui c'était, il y a même pas eu un mot d'introduction. Elle me dit Laurent Ruquier. Bon, enfin, j'ai été piégé par... Mais vous n'avez pas été prévenu. Moi, j'avais fait. Mais non, j'ai pas été prévenu. Une liste de noms. J'avais choisi les hommes les plus cultivés que je connaissais. Mais absolument, vous aviez raison. Et c'était tout à fait légitime de me mettre sur la liste. Il y en avait oui, mais alors, même pas capable de me répondre. Enfin, j'étais tellement fier d'avoir Philippe Tesson comme ami, puisque c'était l'appel à un ami. Je me disais, il va me répondre, il va faire quelque chose. Non, mais Rien. sans blague, je savais. Sans blague, je savais. Oui, je le savais parce que j'avais vu il y a devant un 3 ans, parterre, il y avait Jean d'Ormesson qui était là. Il s'est gossé, Jean d'Ormesson. Et pourquoi vous ne l'avez pas demandé à lui? Parce qu'il n'avait pas le droit, C'était pas son ami. C'était pas mon ami, lui. Non, c'est une belle amitié, Géricault Delacroix. Delacroix n'a jamais cédé aux avances de Géricault. Vous non plus. Non, mais non, c'est vrai, Géricault avait des mœurs. Ah, je savais pas qu'il était de la Méduse, moi. Géricault, Il était de la Méduse, Géricault, j'avais pas cru. Oui, Géricault, oui. Géricault, tandis que Delacroix, pas du tout. Ah, pas du tout. J'aurais posé une question sur le théâtre, évidemment. Alors, Philippe posez-en Tesson. une, on va voir. Bah tiens, par exemple. 700 000 euros. Alors voilà, allons-y. On parie combien? Un week-end. Vient de sortir le DVD, la vidéo d'une pièce de théâtre que vous connaissez tous puisque c'est un grand classique. Il s'agit de La puce à l'oreille. Et cette puce à l'oreille, eh bien, a été tournée en 1952, cette version qui vient de sortir en DVD. C'est pas une question théâtre, c'est une question cinéma, alors. Oui. Pardon? Tout le monde sait que c'est une question Fédo, la puce à cinéma. l'oreille.
Tout le monde sait que c'est tourné. Tourné, donc vous C'est choisissez. une captation d'une pièce de théâtre. Ouais, enfin, c'est de l'image, c'est de l'image. Bon, enfin, admettons. Moi, enfin, je suis pas écoutez, forcé de savoir. fausse Non, moi, la déjà. culture, elle est théâtrale. Et alors, C'est une quelle est la captation. question? Ah, si vous savez quelle est la plus belle réplique de la puce à l'oreille? Non, allez-y. Je suis comme toujours chez Fédo, une dame de petite vertu, mais encore qu'elle soit mariée. Mais enfin, chez Fédo, toutes les femmes mariées sont de petite vertu. D'ailleurs, toutes les femmes sont de petite vertu. Bon, oui. bref. Et Comment alors- s'appelle-t-elle d'ailleurs? Non, attendez, c'est pas vous qui posez Raymond la question, de c'est moi qui Champs-de-Bise. raconte. Absolument. Et alors, elle trompe son mari et elle va dans une dans son appartement. Elle trompe dans son lit, dans la chambre à coucher conjugale. Elle trompe son mari. Et son mari est un niais, un naïf. Et puis elle, c'est une petite coquette agressive, etc. Et un jour, elle est au lit avec son amant. Et le mari qui avait oublié mais en petite tenue, le mari qui avait oublié son parapluie arrive inopinément, le valet ouvre la porte de la chambre, il voit sa femme avec l'amant se met se précipite sous le lit, et la petite femme se lève du lit, et avec une agressivité formidable, elle dit à son mari, mais qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? C'est beau, non? Ah oui. Oh, je vois que non mais, je vois que c'est habile, mais c'est super. Est-ce que vous avez compris? Oui, quand même, oui, ça, c'est sûr. Enfin, vous qui êtes un homme de théâtre. Oui, mais bien sûr, c'est drôle, c'est mal vendu, mais c'est bien. Vous êtes meilleur critique que comédien. Bon, Alors, c'est une pièce de Fédo qui a été captée, si vous préférez, Oui. filmée, cette pièce de théâtre, dans le cadre d'Au Théâtre ce soir, j'imagine, en 1952. Ça me paraît tôt, 52, il y avait 1952. pas Au Théâtre ce Roger soir. Hart il faisait des captations. On va vérifier. Roger Hart, c'était Non, un non, décorateur. c'est pas la peine de vérifier. Dans les années 50, ça existait déjà. Déjà. Les Voilà. captations, mais pas au En théâtre ce soir. 52. Pas bon. Et ça sort en DVD, cette version de la puce à l'oreille. Pourquoi est-elle très intéressante, cette version de la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui fait qu'on va courir l'acheter? En tout cas, moi, déjà, je la commande. Parce Ah bah, qu'il y c'est a un des quelqu'un comédiens. d'inattendu à l'intérieur de la distribution. C'est, paraît-il, la seule pièce de théâtre dans laquelle laquelle il- on peut le voir. Ah, c'est un homme. C'est un homme. Bourvil. Non, Bourvil, il y a déjà la bonne planque dans laquelle Ah on oui, peut le c'est voir. Carmé Carmé, non. C'est un comédien Gabin ou c'est quelqu'un qui est devenu autre chose? Quelqu'un qui est devenu une grande vedette de cinéma C'est quelqu'un et qui- qui n'a jamais joué au théâtre. C'est quelqu'un qui était déjà une petite vedette, qui a joué pas mal au théâtre, mais il y Ah a bon peu de traces filmées. Henri Salvador Non, C'est-à-dire, non. Est-ce que c'est on peut un, le voir. est-ce que donc c'est quelqu'un qui est devenu un comédien très connu au Oui, cinéma? bien sûr, il était déjà une petite vedette, c'est devenu une grosse vedette. Au De cinéma ou de théâtre? Des deux, théâtre et cinéma. Il est mort. De Funès. De Funès, bonne réponse de Pierre Bénichou. Et effectivement, c'est Louis de Funès qui joue le C'est rôle. la fois où on peut voir de Funès. Oui, C'est la première. C'est la seule version filmée en entier parce que on a des Il extraits. a joué Oscar au théâtre. Ouais. C'est pas parce qu'il a joué Oscar au théâtre que vous avez la captation d'Oscar. Vous Oh, avez déjà enfin. vu Oscar en entier filmé? Oui, il y a eu un film Oscar. Effectivement, il y a eu un film avec T'as De raison. Funès, Oscar adapté de la pièce. Ouais, mais ouais. on a d'ailleurs sur les bonus de ce DVD quelques extraits où on voit De Funès et Maria Pacôme qui jouent à ses côtés au tout début dans cette pièce, mais on n'a pas la pièce en entier. La seule pièce de théâtre filmée en entier où on voit De Funès, c'est la puce à l'oreille. Comment ça, bon, puisque je vous le dis. Oui, oui. Voilà. Oh, sauf ça. Il joue le parce que patron non. du bordel. De Funès dans cette pièce. Il y a un bordel dans la puce. Non, de l'hôtel de C'est dans Passe. l'hôtel du libre-échange qu'il y a un bordel. L'hôtel de Patron Passe. de bordel. Il y a Oui, peut-être c'est- un... De toute façon, il y a toujours un hôtel chez Fédo, effectivement. D'ailleurs, les pièces de Fédo, il les confond toutes. Non, mais on pourrait d'ailleurs faire un acte de... Vous savez que Brialy, un jour, il a joué une pièce de Sacha Guitry. Et voilà. Et les gens vont voir la pièce. Et c'est une pièce en 3 actes. Et bizarrement, il y a 4 actes. Et on s'est rapidement aperçu que Brialy, pour faire un peu plus long, avait ajouté, c'est formidable, sans presque de remaniement, sans presque toucher à la pièce, il avait ajouté aux 3 actes de la pièce un acte, le 4e acte, qu'il avait pris dans une autre pièce de Guitry qui s'appelait La prise de Bergop-Zoom. C'est absolument... Et alors, il y a des gens qui ne s'en Ça sont nous pas permet de saluer sa aperçus. mémoire. ça collait C'est d'ailleurs. vraiment. fabuleux, ça. Ça nous permet de saluer la mémoire de Jean-Claude Brialy, puisqu'aujourd'hui, vendredi, il y a un an, jour pour jour, que Jean-Claude Brialy nous quittait, cher Philippe Tesson. Il y a un an déjà. Un an jour pour jour. À Et ma l'oreille. puce à l'oreille dans tout ça. Ma puce à l'oreille. Alors, quand même, je vous donne la distribution. C'est avec Pierre Mondy, Alfred Adam, Marthe Mercadier et Jess Ann. Cette, Oh, Jess Ann, il était voilà. formidable. Et Le grand et Américain. évidemment, dans un second rôle, mais quand même très présent, Louis de Funès, qu'on voit pour la
première fois entièrement dans une pièce filmée. Ça vient de sortir en DVD, La puce à l'oreille, version au Théâtre Ce Soir 1952. Je savais pas que ça existait déjà en 52 au Théâtre Ce Soir. Moi, j'ai connu Roger Hart dans les années 50. Il faisait déjà du théâtre, il était déjà metteur en scène. Il était décorateur. Et les costumes de Donald Cardwell. Au départ, il était décorateur, puis peu à peu, il est devenu metteur en scène. Vous connaissiez cette comédienne dont on a appris la disparition cette semaine, Christine Fersen, la doyenne de la comédie française. Oui. C'était une femme extraordinaire de culture. Elle avait une personnalité fantastique. Elle était dans sa vérité. Elle jouait jamais dans la vie. Elle trahissait jamais ses sentiments. Elle était fantastique. Et puis alors une comédienne super. La dernière fois qu'on l'a vue, c'est dans quoi? Je crois que c'est dans Amorphe de Tambour de Jean-Claude Grimbert. C'est une femme formidable. Elle était la doyenne, mais alors voilà, tiens, je vous interromps parce que elle va être remplacée par Catherine Niégel. C'est ça qui m'a épaté parce qu'elle est décédée hélas à l'âge de 64 ans, ce qui est jeune. Oui. Et j'imaginais, je pensais qu'il y avait des gens plus vieux que ça à la Comédie Française. C'est pas la vieillesse, ça. Doyenne, c'est pas le plus vieux. La doyenne, c'est la plus ancienne sociétaire. Ah, c'est le ça. Le plus vieux, c'est l'aîné. C'est le patriarche. Mais alors, c'est qui le plus vieux à la Comédie Française ou la plus vieille, alors? Aujourd'hui, ça doit être Catherine Samy, mais elle est... Elle est pas très vieille, Catherine Samy. Catherine Samy a exactement mon âge. Mais non! Oh, Philippe, la bourre! Catherine Samy, pas du tout! Catherine Samy a été doyenne longtemps, et elle passait le conservatoire quand tu passais le bac. Mais non, pas du tout. C'était une copine intime. Bon, donc elle a 70 ans, il y a des gens de 80 ans Il y a qui de 80 ans aux Français? Ah non, je croyais que c'était aux Français, ici. Philippe. Non, il y a pas de gens. À 65 ans, les comédiens français sont des agents de l'État, sont des fonctionnaires. Ils sont à la retraite. Mais certains, alors ils ont des cachets, on les reprend quelquefois pour jouer quelque chose. Oui. Ça, c'est tout à fait. Par exemple, il y a un formidable comédien à la Comédie Française, Michel Robin. Superbe. On le connaît pas beaucoup parce qu'il fait pas de cinéma, mais il est sensationnel. Il en fait un peu. Moi, je l'ai vu déjà au cinéma. Il a 80 ans. Alors, de temps en temps, on le reprend. Il y a notamment un rôle formidable où on le reprend toujours. C'est dans La Cerisier de Tchekhov. Quand toute la famille a quitté la maison, il est le valet et on l'a oublié. Moi, je vois très bien qui c'est, Michel Robin. Il était dans un film formidable avec Catherine Fro qui s'appelait Une pierre dans la bouche. Très, très bien. Et voyez, alors là, je vous ai pas atteint. Non, ça, c'est son, hein. Oui, mais... Vous mettrez dans vos amis quand vous ferez qui veut gagner des millions. Non, Laurent, je vais dire une chose, j'ai beaucoup d'expérience. Les gens qui savent une chose comme ça, et comme vous venez de faire, que vraiment dont tout le monde se fout et que personne et que personne ne sait, hein, que personne ne sait. C'est pas ça la culture. Ah bon? Non, mais absolument pas. C'est une espèce de... Ah, tu es d'accord avec moi? La culture, c'est presque tout savoir et ne pas savoir la chose insignifiante qu'il y a une personne qui la connaît et qui n'a pas de culture. C'est ça la culture. Ah oui. À mon avis, Laurent, ça n'est pas très gentil pour vous. Non, mais enfin, Laurent est encore jeune, il peut encore lire. Il peut encore progresser. Puisque vous me prenez comme ça, sur ce ton, monsieur Tesson, vous allez pouvoir évidemment me dire ce qu'a dessiné Oscar Rotti et qui fait sa réapparition cette semaine dans les journaux, même si une des deux jambes est un peu plus dénudée que telle que l'avait dessinée Oscar Rotti. Dans les journaux? Oh, dans les journaux, oui, dans l'actualité. C'est une exposition? Non, c'est pas une exposition. C'est donc un dessin pour illustrer quelque chose. Oui, tout à fait. Mais au départ, vous voyez Philippe Alfonsi tenter de regarder sur mes fiches. Non, pas du tout. Bah, non. Mais au départ, c'était un dessin et puis c'est devenu... C'est un dessin qui a été un peu modernisé et je ne suis pas sûr qu'Oscar Rotti serait très très content. Est-ce que c'est devenu l'emblème d'une marque, un logo, quelque chose comme ça? D'une marque, non. D'un logo, non. On peut pas dire logo. D'un symbole de quelque chose. C'est un symbole de quelqu'un? Un symbole, oui, ça c'est sûr. D'un mouvement? D'un mouvement, non. Truc sportif? Non, c'est pas sportif du tout. Oscar Rotti, c'est 19e? Ce sera d'ailleurs à partir du 1er septembre prochain qu'on pourra un peu plus voir encore le dessin d'Oscar Rotti. Il fera sa réapparition, ce dessin, même si ce n'est plus tout à fait le dessin original, puisque une des deux jambes va être beaucoup plus, on va dire, dénudée que sur l'original. À partir de septembre. Est-ce que ça correspond à l'ouverture d'un monument? Pas du tout. Est-ce que Oscar Rotti est-ce que Oscar Rotti est un affichiste?
Oscar Rotti était un dessinateur. Du 19e siècle. Affichiste peut-être, je ne sais pas. Du 19e, début 20e. Première moitié du 20e. Ah là, on fait moins Est-ce que c'est un dessinateur de presse? Peut-être aussi, mais c'est pas pour ça en tout cas qu'on retiendra son nom. Il est français? Ou plutôt qu'on ne retiendra pas son nom pour vous. Est-ce qu'il est français? Oscar Rotti. Philippe Tesson. Est-ce qu'il est français? Est-ce que c'était un Français, Laurent? Au moins Pierre Bénichou, lui, peut toujours faire rôti de porc, rôti de lard, rôti machin. Mais vous, là, vous êtes bien dans la merde. Oh, tu me cherches ou quoi? Je peux le faire aussi. Non mais est-ce que il a dessiné une grande vedette comme Joséphine Baker? Non. Est-ce que la femme, c'est une femme? Plus grande vedette que Joséphine Baker. Est-ce que c'est une femme sur ce dessin? C'est une femme, plus grande vedette que Joséphine Baker. Est-ce que c'est une vedette ou est-ce que c'est une allégorie? Allégorie. C'est pas Marianne, c'est pas une allégorie. C'est Marianne. Pas tout à fait Marianne, et en même temps Marianne. C'est la République. Oui. Bardot. Plus précisément. C'est sur une pièce? C'est la Marianne Semeuse, là? C'est la Semeuse. Bonne réponse. Waouh. D'Isabelle Maucro. À partir du 1er septembre, on retrouvera la Semeuse sur les pièces précieuses qui vont être à nouveau éditées, imprimées et qu'on trouvera dans les bureaux de poste à partir du 1er septembre. Ça s'appelle Frappé, monsieur. Oui, Frappé. Merci. Des pièces de 5, 15 et 100 euros, des pièces en or. Et le Père la Culture, là, Frappé, ça s'appelle. Ouais, je vais vous frapper, puis vous allez pouvoir l'imprimer, le nom d'Oscar Rotti. Ça va être imprimé. Et en tout cas, on retrouvera la Semeuse, sauf qu'alors, dites donc. Mais pourquoi on la dénude? Regardez, mais ça monte. Je sais pas, on croirait Carla Bruni. Regardez, si. Parce que déjà, elle avait une petite robe qui laissait voir des choses. Ah oui, mais c'est pas la même chose. Regardez la différence entre la Semeuse d'il y a quelques années et la Semeuse qu'on va nous proposer à partir de l'année prochaine. Elle a la cuisse légère. Ça, c'est avant. Ça, c'est avant, ça, c'est après. Non. Oh, dis donc. Vous êtes content qu'il y ait à nouveau des pièces de 100 euros? Moi aussi. Les pièces de 100 euros, c'est bien. Les pièces de 100 euros, c'est très bien, mais il les joue à Roland-Garros. Non, Pierre. Oh, Stevie, vous êtes là? Bah oui. Je vous avais oublié, dites donc. Bah c'est pas grave. Vous n'avez rien dit depuis le début. Il a mis sa tenue. Sa tenue de crème d'antin, s'il vous plaît. Je veux dire, regardez la semeuse sur le timbre d'Oscar Rotti. Regardez à gauche. Et la semeuse dénudée avec les jambes d'Oscar Bruni. De Carla, regarde à droite. Non mais c'est pas quand même Bruni l'autre. Non mais on dirait qu'elle a fait du bodybuilding quand même là. La semeuse, les bras et les jambes musclées. Forcément, force de semer. C'est pas très joli. Quel ploucrif. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Moi aussi, je préfère la vieille. À vous engueuler, Tesson et Bénichou. Qu'est-ce qu'il y a entre vous à vous? Ça ronchonne dans. On est dans la même maison de retraite. Oui. Et vous savez comment ça se passe. Ils ont annoncé qu'il y avait une chambre qui fermait. Alors on nous force à partager l'autre. C'est pas possible. Bien sûr. Pourvu qu'il me pique mon eau de Cologne, il est content, lui. Moi, je dis à ma petite fille, ne m'apporte plus d'eau de Cologne. Et il me pique tout. Il la boit, je crois. Bon, comme ça, là, vous le voyez, est un peu calamistré, gominé, vieux beau, mais dans le soir. Il peut bien être un vieux beau quand j'en moche. Il se relâche. Il se relâche. Ah oui. Il crache, il tousse, il rote. C'est obscène, quoi. Dis, quand reviendras-tu? C'est la reprise de la chanson de Barbara. Dis, au moins le sais-tu. Oui. Et que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Dis, quand reviendras-tu est une chanson donc de Barbara, reprise par Jean-Louis Aubert, une chanson qu'on pouvait entendre dans le générique du film de Philippe Claudel. Voilà, il y a longtemps que je t'aime. Le dernier album, mais ça n'a rien à voir, le dernier album de Jean-Louis Aubert est toujours disponible. Je sais pas pourquoi on me dit ça à Europe 1. On touche des droits là-dessus? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On passe une chanson qui est pas sur l'album, puis on me dit de dire, le dernier album de Jean-Louis Aubert est toujours disponible. Bon, très bien, alors ok. Et on s'en fout que cette chanson disponible, parce qu'on n'y retrouve pas cette chanson. Chez mon cousin Maurice, le magasin est ouvert et les ventes continuent. Hein. Qu'est-ce qui se passe? 32 rue d'Aboukir. Il n'y a pas de raison. L'essentiel. Si tout le monde peut faire de la publicité, et vous aimez les calissons Tesson. Il a une pâtisserie confiserie
Confisereux, 12 rue Victor Considérant dans le 14e. Le 20 juin, Merci, Pierre. ça en revanche c'est tout proche, vous pouvez retenir vos places tout de suite. Le 20 juin, vous pourrez applaudir Jean-Louis Aubert au Palais des Sports de Paris. Là, il chantera évidemment ses grands succès, quelques chansons de son album Idéal Standard, toujours disponible. Il est toujours disponible. Hein. Et peut-être même cette reprise de Barbara, dit qu'on revient. 18h sur Europe 1. Il y a débat, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ils s'entendent pas entre eux. Philippe Tesson, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou et Isabelle Motro. Moi-même, d'ailleurs, je dois débattre et je donne mon avis aussi, mais on n'est pas d'accord sur la tenue de Stevie. Est-ce une tenue élégante? Est-ce une tenue de garçon de café? Non. Lui est en train de nous dire que c'est un truc à la mode. Bon, ça lui va très bien. Pardon, Stevie, je vous aime beaucoup. Vous savez, j'ai toujours fait beaucoup pour vous dans cette émission. Je vous ai, voilà, je vous ai soutenu, défendu. Vous avez mon soutien moral, mon soutien financier, mon soutien physique presque même. Mais je sens le mec qui a... Mais je dois je ne dis pas c'est très élégant ce que vous portez, mais d'ailleurs il y a des garçons de café élégants, mais je dois dire que Pierre Bénichou a un tout petit peu raison. C'est vrai que si on vous met sur une terrasse d'une brasserie dans Paris, je vous mets au défi, si vous êtes de dos, où on vous change un peu de gueule, il y a au moins 4 personnes qui lèvent le bras en disant un café, l'addition 3 croissants. Non, c'est vrai que, sans être méchant, parce que c'est vrai que c'est assez élégant, mais évidemment que ça se passera comme ça, surtout si je ne suis pas dans un café, mais surtout si, comme aujourd'hui, tu gardes une serviette sur le bras, comme ça. Alors là, évidemment... C'est dégueulasse ce que tu fais, Pierre. Ah oui, pourquoi? Non, pas du tout. D'abord, je trouve que ça manque d'élégance. Non, mais franchement, je trouve ça mieux. Et puis en plus, tu t'es vraiment pas regardé. On peut dire que je suis comment tu es ce vieux, matin. je suis laid, je suis gros, je suis mal habillé, mais on peut pas me dire deux cafés. C'est tout ce que je veux dire. On croirait un chef de bureau retraité des années 50. Ta sœur. Tesson, n'oublie pas que tu es à côté de moi ici. Oui, ton alors... intégrité physique n'est pas assurée. Tu crois que je te crains, Non mais mon petit Stevie, voyez, c'est juste ça. On se dit tiens, dans 10 minutes il va sentir sous les bras, quoi, comme dans n'importe quelle brasserie. Non mais c'est vrai. Si. Dieu sait que je t'aime, mais tu vas trop loin. Ah bah si, il y a pas une brasserie où il y a pas un serveur habillé comme ça qui sent pas sous les bras. Tu es un peu overdressed pour le public d'ici. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi je me sens pas mal à l'aise. Et serveur, c'est mon ancien job et j'en suis très fier. Oui, mais enfin, donc, que je représente. Chez Pizza Pie, vous étiez pas habillé comme ça. Non, j'avais une sale tenue de merde que je mettais, que je customisais. C'est quoi la tenue de Pizza Pie? Un pantalon marron avec une chemise blanche avec le logo Pizza Pie, mais le pantalon ne m'allait pas, il était trop large, donc j'arrivais en jeans, ce qui mettait en rage mon directeur. Et un jour il m'a dit c'est soit tu te changes, soit tu pars. Je suis parti, m'a rattrapé parce qu'il fallait faire le salad bar et que j'étais le seul à faire un beau salad bar. Donc voilà, et j'ai gardé mon jean. Le salad bar. Non mais voilà quoi, c'est... Moi, je croyais que t'avais enlevé ton jean pour garder ton job. Non, mais... Ah non, quelle horreur. Mais moi, en tout cas, je me sens très à l'aise comme ça. Désolé que vous pensiez que je suis un garçon de café. Eh bien, je suis bien content de ressembler à... Mais j'aime beaucoup les garçons de café. Et la plupart des gens que je croise dans la rue... J'adore les militaires, mais Alfonsi arriverait avec un képi. Je lui dirais, Alfonsi, on n'est pas à l'armée. C'est tout. Et là, on n'est pas au café. Moi, je trouve que ça manque de femmes parce que quand il y a que des hommes entre eux, ils ne parlent que chiffon. Ah bon. Excellent. Tiens, une question dont peut-être vous avez la réponse, on va le savoir tout de suite. Les magasins Fauchon vendent actuellement un thé qu'on ne trouve pas ailleurs. Quel thé vend le magasin Fauchon? Le thé de chez Fauchon. Ça existait déjà, le thé Fauchon. Mais alors, le thé du prince Charles. Je vous demande le nom de ce thé. Alors c'est un thé à quelque chose. Le Darjeeling blanc. Non, ça en trouve toujours. Non mais c'est un thé à quelque chose. Assaisonné, non, mais comment dire? Alors je ne sais pas exactement quel est le parfum de ce thé. C'est le nom de ce thé qui est original. Mais c'est le thé de quelqu'un alors? Pas de quelqu'un. De la Chine impériale? Le thé de la Chine impériale. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un adjectif commun? Non. C'est un nom. Oui. Ils ont décidé de mettre en vente le thé. Diana. C'est pas bête, oui. Ça, par exemple, non, mais franchement, là, on est, voilà. Oui, d'accord. C'est un nom propre, alors. C'est pas un nom propre, mais c'est dans ce genre d'événement. Qu'est-ce qui boit beaucoup de thé? On boit du thé en Chine, le thé Mao. Le thé Mao, mais ce n'est pas un nom de personnalité.
Vous rentrez chez Fauchon, vous dites, tiens, j'achèterais bien un thé. C'est assez original, c'est un peu du foutage de gueule. Je pense qu'il y a de l'ironie de la part de chez Fauchon. C'est étonnant de lire ça. Qu'est-ce qu'on trouve comme thé chez Fauchon? Est-ce que ça se rapporte à un événement? Oui, madame. Le thé mai 68? Le thé mai 68, bonne réponse de Stevie Boulet. Le thé mai 68. Bah, vous voyez, c'est un bon serveur, il connaît tous les trucs. Vous voulez un thé mai 68? Un mai 68, s'il vous plaît. Quel est son goût? Il est fumé, j'imagine. Je ne sais pas. Non, mais c'est que les gauchistes envahissaient Fauchon en 68. Oui, bien sûr, c'était bien. Plus tard. Et comment ça, quoi, plus tard? C'est plus tard, c'est un peu plus tard, enfin, c'est suite. 170, 71, mais peu importe. Mais Gérard Miller a fait ça, je pense. Non, mais c'est vrai, les héritiers de mai 68. C'était les violents sont allés chez Fauchon. Oui. Les Mao sont allés chez Fauchon. Ils ont dévalisé Fauchon, soi-disant pour apporter, pour donner à manger ces denrées de grand prix à des gens du peuple. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Qui ne pouvaient pas, qui ne pouvaient pas se payer ces choses-là. Vous allez faire vos courses chez Fauchon? Oh, jamais. Jamais? Non. Moi non plus, je crois que je suis jamais rentré chez Ediard. Je suis rentré, mais chez Fauchon, jamais, je crois. Oh, je suis rentré chez Fauchon. Ah oui? Ah oui, c'est marrant d'ailleurs, ça vaut la peine. Il faut connaître tout ça, il faut aller voir. Oui, moi j'ai vu. C'est intéressant la façon dont ils présentent les légumes, c'est quand même extraordinaire. Oui, extraordinaire. Un chou rave chez Fauchon. C'est un objet Vous d'art. chouravez chez Fauchon. Moi j'adore le chou et notamment le chou rave, puis je trouve ça Faut bien qu'il y ait de la chourave s'ils appellent Fauchon. Ben oui, c'est ça. C'est très bon. Moi, les choux raves, c'est magnifique. C'est nacré, c'est beau, c'est une belle couleur. Et chez Monsieur Ed, vous êtes déjà allé, Philippe Tesson? Il voit pas Non, ce que c'est, je pense. ne me prenez pas là-dessus, mon cher Laurent Ruquier. Vous savez très très bien, il faut pas faire ça. Ce sont des provocations démagogiques. Vous avez le sentiment que ça vous permet de rallier la foule. Vous vous trompez, car les gens savent reconnaître la vérité dans un être, dans un individu. Faites très attention. Moi, je suis plein de sincérité et d'authenticité. Je vais chez Ed, et vous pouvez vous foutre de ma gueule. C'est vrai qu'il m'est arrivé d'aller chez Ed, chez Leader Price, et même pire, par curiosité. Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire? Oui, je te demandais alors là. Qu'est-ce qui est Comme pire? chez Fauchon. Comme chez Fauchon. Voilà. Moi, écoutez, Pour savoir ce que c'est. Moi qui qui suis de la génération, justement, qui a vécu comme toi, qui a vécu quoi, comme moi dans les trucs où on voyait, beaucoup plus âgé que toi, on voyait des marchés, des choses comme ça. Et Fauchon, qui était une chose où il y avait le plus grand, c'était Corselet, évidemment, le premier, où il y avait des cafés Corselet. des fruits exotiques, des machins qu'on ne voyait nulle part. Et puis, les grands magasins, les grandes surfaces sont ouvertes. Et on a vu que dans les grandes surfaces, c'était extraordinaire parce que il y avait autant de diversité que dans ces magasins de super luxe. Et moi, chaque fois que je vais dans une grande surface, que ce soit Auchan, que ce soit machin, quand on va au rayon alimentation, je suis ébloui par la diversité et le luxe. Oui, bah c'est ce que je viens de dire. Pas du tout, pas du tout. Si, plus rapidement. Pas du tout. Tu dis, il faut aller chez Fauchon. Ce n'est plus besoin d'aller là. Tu vas au bon marché, c'est pareil. À la grande épicerie, voilà. Ah, non. Non, la grande épicerie du bon marché, c'est aussi là, du tu Fauchon, poses un problème, il faut poser cher. un problème qui est celui de la qualité. Bien Non, sûr, mais, c'est très important. C'est pas parce qu'un chouave est superbement exposé qu'il est meilleur que chez l'épicier arabe du coin. Non, je ne parle mais pas c'est pas d'épicier non plus. arabe. Et je te vois venir. Non, pas du tout. Je parle de ces magasins de grande surface où avant, on croyait, moi, au début, quand il y avait ces grands magasins, je me disais, ça doit être du tout venant. Et c'est inouï, le luxe et le choix et la diversité des produits qui sont dans ces magasins-là. À propos de mai 68, vous avez vu que sur Internet, on a lancé un concours pour demander aux jeunes d'aujourd'hui quel serait le slogan qu'ils utiliseraient s'il y avait des manifestations telles que mai 68, là maintenant en 2008. Ça s'appelle Mai 2008 sur Internet. Il y a 3800 internautes qui ont répondu sur le site leparisien.fr. Répondu à ce défi. Si vous deviez aujourd'hui, en mai 2008, imaginer un slogan façon mai 68, quel serait-il? Eh bien, plusieurs slogans ont été sélectionnés. Le meilleur slogan retenu, c'est « Révoltez-vous, c'est encore gratuit ». C'est pas mal ça pour 2008, bien, non? Révoltez-vous, c'est encore gratuit. Après, il y a « Liberté sous code barre ». C'est moins bien, hein? Ça, c'est carrément bourré, oui. Rien ne compte, osons tout. Ça, c'est Jean-Pierre Elkabbach, je pense qu'il a... Osons qu'il a proposé. Et puis aussi, l'important n'est pas d'être grand, mais debout.
Ouais. Ça, c'est moins bien, ça aussi. Alors non. Peu importe si tu cours ou tu marches, mais lève-toi et rêve. Ah, c'est pas trop long, c'est trop long. Pas mal, mais un peu laborieux. Peu importe si tu cours ou tu marches. C'est trop long. Lève-toi et rêve, c'est bon. Lève-toi et rêve, c'est très bien. Lève-toi et rêve, c'est pas mal, mais le premier... Rendez-moi mon temps de cerveau disponible. Oh. Non, finalement, le meilleur, c'est révoltez-vous, c'est encore gratuit. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Non, le meilleur, c'est révoltez-vous. Votre slogan d'aujourd'hui, ce serait quoi, vous, Stevie? Oh là là. Le service n'est pas compris. Voilà, merci Pierre. Ouais, ça peut bien vous arriver, on sait jamais, un jour de tomber dans une... je sais pas, il y a bien une raison. Je suis bien d'accord des fois avec des manifestations. C'est pas parce que je n'y vais pas que je ne suis pas d'accord avec les raisons pour lesquelles ils manifestent. Le palmarès des slogans 2008, vous trouverez ça sur leparisien.fr. On a demandé donc à 3800 internautes de donner leur slogan. Pour l'instant, celui qui est en tête, c'est révoltez-vous, c'est encore gratuit. Ici aussi, c'est gratuit. Sam et Dave, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Pierre Bénichou, puisque vous aimez commenter les musiques que nous programmons dans notre excellente émission. Sam et Dave, c'est un duo américain qui n'a rien à voir donc avec le chanteur néerlandais. C'est un duo américain composé de Samuel David Moore et David Prater. Ils sont sur la compilation Génération 68 avec cette chanson que vous connaissez forcément, Soul Man. Sigurdur Ajartarsson est finlandais. Islandais, c'est pas tout à fait pareil. Non. Ah bah non. D'ailleurs, je crois que même à la consonance du nom, vous aviez repéré mon erreur. D'abord, j'avais rien dit par délicatesse. C'est gentil, Philippe. Sigurdur Ajartarsson est donc islandais. Et il vient de créer un nouveau musée qui a beaucoup de succès et dont on parle même dans la presse française. On le voit même en photo aux côtés de ce qu'il expose. Il y a même, il faut le dire, 261 exemplaires de ce qu'il expose, qui est assez étonnant. Que trouve-t-on dans ce musée à Húsavík? Húsavík, c'est un paisible village de pêcheurs en Islande. Est-ce qu'il est écrivain? Pas du tout. Sigurdur Ajartarsson n'est pas écrivain. Il collectionne des carottes de glace? Il a commencé, c'est vrai, par collectionner quelque chose, puis il a décidé d'en faire un musée. Des carottes de glace. Des carottes de glace. Les carottes de glace, c'est en fin de compte des scientifiques qui vont par exemple en Antarctique et qui prennent de la glace profondément dans la terre pour savoir quel était l'oxygène, le taux de CO2 à l'époque, il y a 3 millions d'années par exemple. L'Islande est rarement prise dans les glaces. Non, pas l'Islande, mais l'Antarctique. C'est pour ça, je me disais, peut-être, s'il a voyagé, il a pris son bateau et puis il est parti au pôle Nord. C'est pas ça du tout. Ce sont des objets? C'est à Reykjavik? Non, c'est à Húsavík, un paisible village de pêcheurs. Il n'y a pas une connotation érotique dans ce qu'il fait. Ah, Pierre, un peu quand même. Il fait des gouttes de glace? Non. Des quoi? Oubliez la glace, si vous voulez bien. Il y a des geysers là-bas, tu sais. Des sexes? Plutôt chaud. Des sexes masculins. C'est un musée phallologique.
Reykjavik, le musée phallologique islandais entièrement consacré au pénis. On voit un phallus géant qui trône à l'entrée de ce musée. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Pourquoi en Islande, bon Dieu? On peut voir la photo? Pourquoi ça, c'est de la culture, ça. Il a commencé à... Lui, un musée entièrement consacré au pénis, il dirait Roland Garros, lui, pas du tout. Il a commencé à au collectionner tennis. les phallus il y a 24 ans. On peut voir 261 pénis de 90 espèces différentes. J'ai cru de 90 cm. Non. J'ai dit, mais quelle bêtise, alors. Certains sont empaillés, d'autres dans des bocaux de formol. Empaillés? Oui. Des Ah, mais des espèces. vrais. C'est des vrais. Non, Mais oui, bien Des sûr, des espèces, vrais. c'est Des vrais des pénis. animaux. Mais oui, des vrais. Oh, mais quelle douleur. Ah, mais c'est infect. Non, c'est- Alors, je pense empaillés. que ce sont des animaux. Ah oui, mais il n'y a Empaillés. pas d'hommes. C'est que Ah mais des non, mais animaux. pas d'hommes, évidemment pas d'hommes. Il y a Mais pas, vous rêvez, ils sont fous. il y a pas C'est que dès nous qu'on qui avons, parle il y a de pas que nous pénis. qui avons des pénis. enfin, Ah bah des oui. pénis de Ah. femmes. Mais non, pas des pénis de femmes non plus, Tesson. Mais Ça s'appelle une chatte. J'ai vu une sorte de rêve passer dans les yeux de certains. Non, mais sérieusement. À votre âge. Enfin des pénis de femmes, mon Dieu. Le plus grand pénis exposé, celui d'un cachalot qui mesure 1m70. Un matelot. Non, Un cachalot. un cachalot qui mesure 1m70 et pèse 70 kilos. Le kiki le plus ridicule est celui d'un hamster qu'on peut voir, qui mesure 2 mm. Il faut une loupe pour l'examiner. Tout ce qui me manque est un pénis humain, dit pour ceux que ça intéresse, qui voudraient être exposés un jour. Voilà. 4 personnes ont promis de me donner leur organe viril à leur mort, dit ce monsieur Sigurdur Arthurson. Mais comment on fait alors si on donne son pénis à sa mort pour se taper toutes les vierges qu'on m'a promises là-haut? Si je faisais le kamikaze. Ça J'aimerais serait bien emmerdant, quand connaître même. la vie sexuelle de Sigurdur, moi. Ça Il doit s'appelle être quelque Sigurdur. chose. Vous pouvez pas s'appeler Sigurdur quand même. Ah bah non, évidemment. On le voit à côté d'un... Alors, il dit son préféré, c'est ce sexe d'éléphant. Là, on Voilà, le voit. j'en étais Bah sûr. évidemment. Alors, c'est comment le sexe d'éléphant? Tenez, regardez, Parce qu'il y a voilà. une controverse sur le sexe, sur la taille du sexe des éléphants. Ah bon? Il y a tout le monde, il y a beaucoup de gens. Sur le sexe des Il y a beaucoup de gens qui disent Ça alors? que proportionnellement à la taille de l'éléphant, C'est petit. c'est petit. Et les anges. Il y a une controverse sur le sexe Le des sexe anges. des anges aussi. Oui, c'est vrai. Il est énorme. Mais une c'est trompe. marrant, les Islandais, ils sont très, très heureux. Les peuples du Nord, de toute façon, ils sont merveilleux, ils ont des idées super. Est-ce que vous savez que l'Islande est le pays où il y a le plus de livres écrits Oui. par tête d'habitant? Oui, oui. Il y a Ils lisent énormément, les un Islandais. Islandais Merde, sur 1000 écrit un livre dans sa vie. Et ce livre est édité. Et on trouve Est-ce ça qu'il les lise? à Reykjavik, il y a une infinité de librairies, de galeries d'art. Ça y est, bon, maintenant que tu nous as dit que tu connaissais Ils lisent le nom énormément. de la capitale de l'Islande, ça suffit tes mensonges. Ils lisent énormément, il y a énormément de bibliothèques. Tu connais, hein? C'est Ouais, ouais. étonnant, Ouais, l'Islande. Reykjavik. Je suis Moi, j'ai sûr une que- copine qui est islandaise. alors. Vous avez une copine islandaise. Ah vous. oui. Ah non, pardon, je me trompe. Pourquoi? Je me trompe, parce que elle est toulonnaise. Je confondais. Dans la presse cette semaine, Romain, propriétaire de restaurant dans le 20e arrondissement, parlait de son restaurant sans jamais oser dire l'adresse exacte et le nom de son restaurant. Pourquoi? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Il le sait. Parce qu'il ne veut pas. Eh bien, je m'en vais vous le dire. À tout vous poser la question. Je m'en vais la résoudre. Il ne voudrait pas que cela vint aux oreilles de la police. Et pourquoi? Eh bien, je m'en vais vous le dire. Parce que dans son restaurant, on transgresse la loi. on fume. On fume dans son restaurant, oui, monsieur. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et voilà. Mon petit Besson, t'es pas avec Eric, là, hein? J'ai dit on fume avant que attends, t'aies terminé ton truc que personne n'écoutait. J'ai dit on fume. Et c'est à toi qu'on attribue la bonne réponse. Personne ne fera interdire la clope dans mon restaurant. Il m'appartient. Il suffit que je ferme les portes pour qu'il devienne privé, dit Romain, propriétaire de ce resto dans le 20e, dont on ne connaît évidemment pas l'adresse, parce que on n'a pas le droit, évidemment, de faire de la publicité pour un resto qui enfreint la loi. Et c'est vrai que depuis le 1er janvier, finalement, les Français se sont plutôt bien habitués à cette loi. Comment bien l'habituer, les Français se sont couchés d'une façon absolument incroyable. Je n'aurais jamais cru. Mais je m'en doutais quand j'ai vu qu'en Italie et en Espagne, où ils étaient encore plus fumeurs que nous, ils étaient vraiment comme des paillassons. En Espagne, ils ont le choix, je vous signale. Hein. En Espagne, il y a des établissements fumeurs ou non fumeurs, mais il y a le choix. Oui, mais en Italie, non. Je sais qu'ils se sont, En Italie, non. complètement. Bon, moi, je reviens de Suisse,
où on a le droit de fumer. On a le droit de fumer dans les restaurants. Si on y va, c'est une merveille. Ça pue partout. Mais en France, je ne croyais pas. Et il y a eu une sorte d'acceptation comme ça, complètement servile. Enfin, je veux dire, ils ont l'impression qu'on allait leur couper la tête. Tu risquais quoi? Tu risquais, si jamais tu avais une chance sur 1000 d'être attrapé, et si tu étais attrapé, tu payais 40 €. Tu payes 40 €. Ça fait 5 mois. Personne n'ose le faire, même pas moi. Balayer devant ta porte, c'est le premier à te soumettre à la loi. Alors arrête de dénoncer la lâcheté des autres. 5 mois que la loi est appliquée en France, et c'est vrai que ça a changé totalement les comportements des uns et des autres. Oui, Philippe. Oui, non mais moi j'adore les terrasses en ce moment. C'est extraordinaire là. C'est tous les gens qui surtout sous la sortent pluie. fumer. Mais oui, mais même maintenant ils mettent des toiles. Des encore toiles et hier puis soir, des gros j'étais sur une terrasse où il y avait des gens qui fumaient sous une pluie battante. Ils se parlent. Ah oui, ça fait renaître une sorte de convivialité, comme on dit, des choses. On redit cette phrase qui manquait tellement. Avez-vous du feu? Vous en avez déjà dans les yeux, mademoiselle, tu vois, voilà. c'est comme ça. Ah, c'est comme ça que vous draguez, vous. Oui. Ah ouais. Il faut draguer Avec son basique. Basique. Oh. Stevie, ça vous a fait arrêter, vous? Non, ça m'a pas fait arrêter, mais je trouve ça, en fin de compte, au début, j'étais contre, et puis je trouve ça mieux, en fait. Ah, oui, tout le monde. Et puis, ouais, en fait, c'est vrai que je trouve ça sympa, Pourquoi le fait mieux? de se déplacer, d'aller au fumoir, puis Il n'y a pas de fumoir, on est là, c'est pas les dehors. Ah si, maintenant il y a des fumoirs, enfin il y a des restaurants. Au Mans, il y a plein d'endroits où il y a des fumoirs Bah écoute, maintenant. moi je n'en connais pas à Paris des Mais restaurants c'est pas avec fumoir. insupportable, un fumoir? Non, ça va. En fin de compte, ils ont coupé une espèce de pièce comme ça dans un angle où ils ont mis des grandes baies vitrées, puis il y a une aération et tu vas là-dedans, tu fumes ta cigarette. Il y a des bancs contre les murs et t'as un cendrier au milieu. Je savais que ça existait. T'es finiste, hein. Mais je n'en ai jamais vu à Paris et Dieu sait que je fréquente les Mais restaurants. Le Mans, ils sont très en avance sur nous. Ils ont 24 Le heures. Mans, c'est très moderne. Où peut-on aller bruncher le dimanche midi, où on croisera Étienne Moujotte, PPDA, Rachida Dati, Yamina Benguigui, Jean Sarkozy, entre autres, paraît-il, un brunch très couru tous les dimanches. C'est à Neuilly, évidemment? Non. Dans le Marais? Non. Dans Dans un le grand premier hôtel. Dans un grand hôtel. Pas dans un grand hôtel. C'est dans Paris. Dans un C'est dans musée. Paris. Dans un musée, non. C'est alors à d'Enfer Rochereau dans une sorte Non. de nom. Tout le monde n'est pas admis à ce brunch. Je sais pas, dans un endroit genre Racing. Sénat, Non, Assemblée non, nationale, non, un endroit un peu inattendu. On se rapproche. Oui, c'est le restaurant de quelque part. C'est pas un restaurant. J'ai dit Sénat, Assemblée nationale. Où peut-on aller bruncher tous les dimanches? À Matignon, à l'Élysée. Alors c'est pas à Matignon, mais c'est rue de Varennes. Ah bah au ministère de la Culture. Pas au ministère de la Culture. Non, non. Mais non, rue de Varennes. Dans rue de Varennes, c'est de l'agriculture qui est rue de Ah, Varennes. c'est pas dans un musée parce qu'il y a le musée de Rodin là-bas. Non, non. C'est un ministère. Ministère de l'Outre-mer. Pas à l'Outre-mer. Alors, C'est attends, un rue de ministre qui Varennes. tient brunch tout. Ministère de la Communication. Non, 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 non. Un ministre De plutôt. la jeunesse, des sports et de Non, la santé. non. L'agriculture? Non, un ministre plutôt sympathique, hein, et il paraît que tous De les l'environnement. tous les dimanches, il reçoit comme ça le tout Paris qui pétille et qui rigole à bruncher. Voilà. Un ministre sympathique. Oui, oui. Et d'ailleurs, Rue de Paul Varennes. Vermus avait été un des premiers à nous en parler dans notre Rue de émission, et c'est Varennes. confirmé par la presse. On y a vu, je vous dis, ces derniers dimanches, Moujotte, PPDA, C'est pas Barbon. Rachida Dati, Yamina Benguigui, Bruno Julliard et autres. Philippe Tesson, vous n'avez pas été invité à ce brunch? Je vois même pas de quel. Non, Je connais la rue de Varennes je suis comme ma journaliste poche. indépendant. Et puis je suis... Hortefeux. Non. Un ministère dont Ministère, Rue de rue de Varennes. on parle Varennes. pas souvent, c'est Ils font vrai, pas l'agriculture. mais un ministère important en ce moment particulièrement. C'est chez Borloo? Non, et dont c'est- le ministre... Ministère de la Défense. Non, et dont le ministre Non. est plutôt, Non, c'est rue Saint-Dominique. plutôt sympathique, je dirais. Il y a, rue de Varennes, il y Que a... vous connaissez tous. C'est ministre sympathique. Enfin, sympathique. il y a ministre qui, sympathique. C'est quelqu'un, en tout cas, quand on le reçoit dans une émission, est plutôt bon client, comme on Mais dit. ça, un ministre bon client, j'en vois plusieurs déjà. Ah oui, 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 Ah, oui, oui. c'est Les relations avec le Parlement. Oui, c'est ça. Oui, comme et école. c'est Carucci. Monsieur Carucci, Voilà, bonne réponse de Pierre Bénichou, Philippe Tesson et Philippe Alfonsi. Ça m'étonne pas, Carucci. C'est Monsieur Roger Carucci qui, effectivement, tous les dimanches, tient brunch, comme on dit. Le ministre des Relations avec le
Parlement a décidé, comme ça, de recevoir et de mélanger people et élus le dimanche pour les inviter à bruncher le tous ministère de ensemble. Relations avec le Parlement est plutôt rue de Constantine. Ah non, en son ministère de la rue de Varennes, nous dit-on dans le journal du dimanche. Vous aimez bruncher, vous? Le brunch? Ah non, moi j'aime pas. Pourquoi Non, ça? Parce que moi je suis franchouillard et j'aime bien, alors pas du dimanche avec le gigot haricots. mais il faut se lever tôt. J'aime mieux ça que j'aime pas les brunchs. Moi j'aime bien le vrai repas traditionnel à la française. Je suis comme ça. Ça me donne aucun complexe, quoi. Et vous? J'aime bien les petits brunchs. On commence par la fin du repas, on commence par le café, non, j'aime 3 pas croissants, ça. après J'aime des pas pâtes. ça, c'est sophistiqué, c'est artificiel, Ah, pas de c'est pâtes au snob, brunch. c'est parisien. Comment Pas ça? de pâtes dans les brunchs. Bien sûr, bien sûr que si. Bien sûr, il y a des pâtes dans les brunchs. Non. Bah si. Il y a ce que tu veux dans un Bah, brunch. ce que tu veux dans un brunch. Qu'est-ce qu'il y a dans votre brunch? Enfin, C'est rare qu'il y ait des Pierre. pâtes dans un brunch. Mais non, enfin, de n'importe quel endroit. Il y a des œufs, des saucisses, des non, ça, pancakes. c'est un anglais. petit café. Non, breakfast il a en pas brunch. tort arrête, quand même. Un brunch. Un brunch, c'est rare qu'il y ait des pâtes. Mais non, On vous allez peut dans- manger n'importe quoi quand on veut. Mais je veux dire, c'est salades, rare qu'il y ait des pâtes au Vous brunch. allez dans n'importe quel restaurant qui fait brunch, il y a des salades de pâtes, il y a des salades de riz, il y a des choses comme ça, Pierre Bénichou. bon, d'accord. Ah bah oui, du saumon, des conneries, quoi. Enfin voilà. À la fin, vous n'avez qu'envie de vomir parce que vous avez tout mélangé. Oui, c'est vrai, exactement. C'est dégueulasse. Faut quand même dire ce qu'il y a. Vous commencez par le croissant dans le café, après une tranche de saumon fumé, puis comme il y a la queue devant je sais pas quoi, alors vous changez l'ordre encore. C'est souvent comme ça, parce que tout le monde se précipite devant les œufs brouillés. Voilà. Ça, s'il y a un truc qui marche au brunch, c'est les œufs brouillés. Alors vous avez une queue de 10 personnes devant les œufs brouillés, ça vous fait chier. Alors quand donc, vous allez manger de la saucisse quand en arrive son attendant. tour, ils sont tout durcis. voilà, alors vous commencez par la religieuse au chocolat, après vous prenez les... Non, c'est dégueulasse en fait le brunch. Je suis assez d'accord Mais avec ouais, Tesson. ouais, il a Vive raison. le gigot et les flageolets. Ça fait péter, certes, mais au moins, voilà, on passe un dimanche tranquille parce qu'il n'y a plus personne autour de vous après. Un dimanche de paix. Voilà. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner, c'est la deuxième heure de cette émission avec Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Isabelle Bautreau, Stevie Boulet, Philippe Alphonse. Ils sont insupportables. Hein. Maintenant, il fume du hache. C'est n'importe quoi. Non, mais enfin, Pierre Bénichou et Philippe là Tesson là là là, vraiment. se passent des cigarettes sous la table. Ça va pas, non? Puis quoi aussi, non? Ah putain. Non mais de garnement quoi. Ah oui, quelque vraiment, chose. alors. Mais enfin Stevie, mais même dans le loft on n'a pas vu ça. Un jour vous les retrouverez dans une piscine ces deux-là. Oh là. J'imagine la scène. On parle tennis, vous voulez bien? Oui, oui, Ah, oui. plutôt que de parler de vos frasques aux uns et aux autres. Tsonga, le pauvre Tsonga, Joe Wilfried Tsonga a déclaré forfait, lui aussi à Roland Garros. On lui a donné un surnom à Joe Wilfried Tsonga. Lequel? C'est péjoratif? Oh, péjoratif. Non. C'est en relation avec le fait qu'il ait déclaré forfait rapidement? Oui. En 2 minutes 42, il a déclaré forfait. Je sais Non, pas, mais ça je sais pourrait pas. être un surnom sur autre chose, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites, Tesson? On lui a donné. Il triche! Il triche! Incroyable! Philippe Tesson est en train de lire des articles pendant que je parle. Pardon. Est-ce que vous avez entendu ma question? Quel est le surnom de Joe Wilfried Tsonga? Très bien. Bonne réponse de Philippe Tesson. Il ne s'agit pas de répéter la question, il s'agit de trouver la réponse. Un surnom. Il a déclaré forfait samedi dernier, vous savez, à quelques jours des débuts des internationaux de France, avant même Richard Gasquet, qui lui aussi, hélas, a déclaré forfait à cause de son genou. Bon, on n'a pas de chance côté français. Hein, Est-ce que c'est un jeu de mots autour de forfait? C'est pas un jeu de mots. Mou du genou. Mou du genou. Mou du genou, ça pourrait être ça. C'est une expression alors. Mais c'est vrai qu'il a souvent été blessé, Joe Wilfried Tsonga. C'est un peu le problème de ce garçon. C'est-à-dire que c'est comme Mauresmo, c'est comme Gasquet. Il nous emmerde. Parlons des bons joueurs, des vrais joueurs, quoi. Écoutez, arrêtez. C'est quand même lamentable. Franchement, c'est qui pour vous les vrais joueurs? Rajouter dans les le Français, patriotisme. des Enfin, c'est le quand même médicament, navrant. c'est le Ça te fait médicament rien à la qui leur font la grippe, gaffe. ça? C'est les médicaments. Ça te fait pas mal à la France, toi? Ah, moi, j'ai mal à la France quand j'entends Ah ça. bah oui, il est comme moi. Mais c'est les médicaments On a fait qu'ils Verdun, prennent. lui et moi. Ils prennent des trucs qui leur donnent une telle force et une telle
possibilité de musculaire que les tendons ne suivent pas. L'homme de verre. En tout cas, l'opération s'est bien déroulée et normalement, il sera rétabli pour l'US Open, nous dit-on dans les journaux. Ah, non, je parle pas de Gasquet, là, je parle de Tsonga. L'homme de verre. L'homme de verre, c'est joli, l'homme de verre. Qu'est-ce Non, qu'il avait c'est plus marrant encore, c'est plus original, c'est quelque chose de connu, le surnom qu'on lui a donné. Casse-partout. Comment? Casse-partout. Casse-partout, c'est pas mal. Vous pourriez titrer des... C'est ce genre-là? C'est ce genre-là, c'est... Bobola. Bobola. Non, c'est Babola, qui faisait les relais corners de tennis. Non, vous voyez, on n'est pas loin. C'est lié effectivement à ces différentes blessures, puisque c'est vrai qu'on aurait connu Tsonga plus tôt. Il se serait illustré avant la finale du tournoi d'Australie, de Melbourne, s'il n'avait pas eu toutes ces blessures les années précédentes. Il a souvent été blessé, hospitalisé, pardon. Deban. Bah, Alexandre Deban, il a été placé de partout et de cassé partout. Ah oui, mais lui, c'était des c'est pas bête. Mais vous voyez, c'est pas bête. C'est pas Alexandre Deban, mais un nom plus marrant qu'Alexandre Deban. Mais c'est un nom propre. Bah, oui, évidemment. Lagaffe. Non, pas Lagaffe. Pinocchio. Non. Vous le connaissez que lui. C'est un vrai quelqu'un où c'est une figure de légende. Non, c'est quelqu'un qui existe, que j'ai reçu plusieurs fois, qu'on écoute parfois dans cette émission. Serge Lama. Elle cherche tous les cassés de la terre. Grand corps malade. Grand corps malade. Bonne réponse de Stevie. Ah ouais. Évidemment. Voilà une belle, voilà de la jugeote. Ça s'appelle de la jugeote, ça. Avec notre Stevie national. Grand corps malade, c'est rigolo. Comme surnom pour Joe Wilfried Tsonga. Continuons à parler sport, non pas avec Roger Zabel tout de suite, mais avec Philippe Alfonsi, puisqu'il y a un homme qui était important cette semaine, un homme qui a mal dormi, hein, il faut le dire, dans la nuit de mardi à mercredi précisément, puisque c'est mercredi dernier qu'il annonçait les noms des 23 joueurs sélectionnés. C'est Raymond Domenech. Qu'est-ce qui se cache derrière Raymond Domenech? Qui est Raymond Domenech? Raymond Domenech. Un portrait signé Philippe Alfonsi. Raymond Domenech, vous savez où il a commencé, hein, il a commencé à l'Olympique Lyonnais. Comme joueur. Comme joueur, bien sûr. Il a commencé à l'Olympique Lyonnais pendant des années comme joueur. Et il avait une réputation de chiotte, mais alors invraisemblable. C'était le voyou de la pelouse. On l'appelait, si j'ai bonne mémoire, on l'appelait casseur de pattes. Ah oui. Ouais. Wow. Comme quoi, vraiment, il y allait violemment. Donc, après cette brillante carrière à l'Olympique Lyonnais, il est parti où il était d'ailleurs avec un certain Jacquet, Aimé Jacquet, qui était lui-même joueur et ensuite qui est devenu entraîneur à l'Olympique. Puis après, il est parti, à Strasbourg, il est parti chez les Girondins, mais son grand exploit, c'est quand il est revenu dans son club d'origine, à l'Olympique Lyonnais, qu'il a remonté, ça faisait six saisons qu'il était en deuxième division, et il a suffi que monsieur Domenech arrive pour le remonter en première division et enchaîner les victoires. En revanche, il y a deux, trois petites choses amusantes que je veux... Bon, d'abord, vous savez, alors, sur le plan intime, il est ça, on sait tous. Il est marié, donc, avec l'animatrice de M6. Bon, sans blague. Oui, Estelle Denis. Oui, vous savez pas ça? Bon, bon, et il pose partout avec elle. On le voit amoureusement enlacé avec cette dame qui a été, comme vous le savez, d'abord commentatrice sportive, n'est-ce pas, football. Toujours, elle est toujours. Ah non, non, elle a abandonné. Maintenant, elle est passée à l'actualité. Ah, c'est vrai, oui, elle fait 100% mag. 100% mag, c'est de l'actualité. Mais je crois qu'elle va commenter quand même pendant l'Euro, oui, elle va revenir au football. Mais il y a une chose. Et il revient tous les soirs, de toute façon. Il y a une chose oui, bien sûr. Et puis c'est la mieux placée. Bon, alors bien évidemment, on s'est aussi beaucoup moqué de lui pour ses déclarations philosophico-mystiques, n'est-ce pas? Et ça a inspiré un site sur Internet que je vous recommande, et dont je vais vous donner l'adresse, qui s'appelle desencyclopédies.wikia.com. Ils se sont donc inspirés de ces déclarations philosophico-mystiques et ils en ont fait un espèce de personnage demi-dieu. Et il y a toute l'histoire de Domenech depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. C'est à mourir de rire. Du temps de Jésus, il est coiffeur. Il suit Jésus partout. Puis après la tragique disparition de Jésus, on perd un peu de vue Raymond Domenech et il réapparaît au Moyen-Âge pour repousser les Arabes avec Charles Martel. Et non, mais c'est très très drôle. Je vous assure, c'est un site à mourir de rire. Et puis il se marie avec une certaine Antoinette du Parisis Hilton, n'est-ce pas, qui est la fille d'un riche propriétaire d'écuries de luxe et des tables de luxe plus exactement, et qui est
tout à fait nymphomane et ivrogne. Et un jour, on la découvre. Ça, c'est pas la réalité, non, je le dis, Pierre, parce qu'il y a Pierre Bénichou. Si, c'est sur Internet, voyons, alors. Et un jour, on découvre cette dame qui a agressé sexuellement 2 chevaux et un paysan, et elle est condamnée à avoir la tête coupée. Et de rage, le duc Raymond Domenech donne un coup de pied dans la tête de sa femme, dans la tête coupée de sa femme, et invente le football. Voilà donc le deuxième portrait de Raymond Domenech sur Internet, sur le site dont je viens de vous donner l'adresse. Alors, vous avez oublié de dire aussi qu'il est fou d'astrologie aussi, quand même. Oui, mais justement, mais voilà, vous lisez ce site, vous verrez, c'est extraordinaire. Alors, c'est un mec sympathique, finalement. Oui, c'est un mec sympathique. Une dernière chose, il est là sympathique. Il a dit ceci pour les Jeux de Pékin. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il a déclaré sur les Jeux de Pékin. Il a dit: je dis aux gens, si vous êtes contre les Jeux en Chine, alors ne les regardez pas à la télévision. Moi, c'est ce que je ferai. Donc il ne va pas regarder. Il appelle au boycott des Jeux de Pékin, mais à la télé. Ne regardez pas la télé. Moi, je l'aime bien, ce Raymond Domenech. Je sais que vous l'aimez pas, Pierre Bénichou. Non, moi je l'aime bien. Je trouve ridicule. Je trouve ridicule l'attention qu'on lui porte. On fait des portraits de lui le 68e portrait de lui dans les émissions de télévision. Dieu sait avec quel talent. Mais je veux dire, mais j'en ai marre. Et alors il s'en va avec 30 mecs. Ouais. Combien ça coûte, ça, d'amener 30 mecs? Ils sont plus 23 depuis mercredi. Ah oui, ils sont plus que 23. Et on va bientôt connaître les 18. Mais non, c'est 11 personnes. Il en amène 2-3 s'il y en a un qui se blesse. Il part avec 30 C'est quand même, personnes. moi, c'est plus risqué que de faire le clown sur un plateau de radio. Non, mais je veux dire 30 personnes. Non, mais 30 personnes. 30 personnes. Non, mais pour 11 qui vont jouer. C'est ridicule, 30 personnes. Mais non, tu sais pas ce que c'est que le sport. Oh non, je sais pas ce que c'est que le sport. Je sais pas ce que c'est que le sport. On va demander à un spécialiste, mais ce sera après la pub. On aura Roger Zabel au téléphone. Voilà, je vous ai senti bouillir derrière le téléphone, Roger Zabel. Oui, Pierre, enfin. Pierre, il a pris 30 joueurs pour faire une sélection de 23 joueurs, puisque toutes les délégations vont envoyer à l'Euro 23 joueurs et non 11 joueurs. Bon, d'accord, mais on en prend pas. D'abord, c'est ridicule d'en prendre déjà 23, mais pourquoi il en prend 30? Pourquoi c'est ridicule? 60 pour amener des gamins du CAP d'Anières aussi, en faire voir du pays. C'est grotesque, enfin. Oui, mais il y a des surprises. Comment est-ce qu'on faisait avant? En 2008, c'était de moins bonnes équipes quand l'équipe de France. 11 joueurs ne peuvent pas tous jouer, ne peuvent pas jouer à toute la Coupe d'Europe seulement à 11. Il faut les remplacer. Sinon, il faut les remplacer, donc on y va à 16. Ils pourront pas jouer on tous les a 5 matchs. remplaçants. Ça veut dire ça. 30 joueurs. C'est moi qui paye ça. C'est moi qui paye. Et en tous les cas, ça lui a permis de découvrir un joueur de Saint-Etienne. De faire découvrir un joueur de Saint-Etienne et qui a marqué 2 buts contre l'Équateur. C'est le petit Gomis. En tout cas, il y a un autre match amical demain soir. C'est France-Paraguay en direct de Toulouse et non plus Grenoble, là où s'est illustré effectivement le Stéphanois Gomis mercredi dernier. Demain soir à Toulouse, bon, ça va être un peu plus intéressant quand même comme match. Oui, enfin, ça va, de toute manière, le résultat a très peu d'importance. Ça va lui permettre de continuer un petit peu sa revue d'effectifs et maintenant de voir parmi les 23 quels sont les plus affûtés, quoi. On a nos chances? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, non, tout à fait. C'est sans intérêt ces matchs-là que diffuse TF1, non? Mais écoutez, non, mais ça donne quand même des forces vives, de nouveaux trucs, comme ça, on les envoyer. Ils parlent tous les deux en même temps, on comprend rien. Roger, je crois que Pierre Bénichou a décidé de totalement foutre en l'air votre chronique d'aujourd'hui. Non, pas du tout, Roger. Mais j'espère que tu vas pas me contredire parce que je voulais faire un portrait du nouveau président du Paris Saint-Germain. Ah, parce que vous l'avez connu, Charles Villeneuve. Ah je pense que Pierre Bénichou et Philippe Alfonsi l'ont très bien connu. Bien sûr. Alors, racontez. Vous le connaissez très bien. Il va être un bon directeur du Paris Saint-Germain, un bon président. Ici, d'ailleurs. Oui, et la première question qu'on peut se poser avec Charles Villeneuve, c'est: est-ce que la Légion étrangère va défiler à chaque mi-temps au Parc des Princes? Et vous savez pourquoi je vous pose la question? Non. Eh ben parce que Charles Villeneuve est un garçon qui est passionné par l'armée en général et par la Légion étrangère en particulier. C'est un journaliste autodidacte qui est né à Beyrouth en 1941. Il est sorti, tenez-vous bien, de l'école des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan.
Et donc il a eu un parcours assez atypique puisque ça l'a amené à Paris Presse, l'Intransigeant, un journal qui a bien connu Pierre Bénichou parce que maintenant il a disparu, puis à Europe 1 où après avoir été engagé par Georges Leroy, Charles Émile Edmond Leroy est devenu Charles Villeneuve car il s'appelait Leroy et deux Leroy ne pouvaient cohabiter sur Europe. Villeneuve, ça vous le savez tous les deux, s'est mis ensuite dans la roue. Il est passé par Paris Match et par M6, puis après, il s'est mis dans la roue d'Étienne Moujotte et il n'a pratiquement pas quitté cette roue jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux débarqués de TF1 le premier l'an passé et le deuxième cette année. Alors, Villeneuve est un journaliste d'investigation, lui vous dira plus volontiers, parce que sur la carte de visite ça fait mieux, ancien reporter de guerre. En 18 années passées à TF1, il a animé, il a présenté plusieurs magazines, dont le plus récent et le plus connu est le très controversé Le Droit de Savoir. Et Villeneuve a écrit plusieurs ouvrages également sur le terrorisme, et puis il a dirigé le service des sports de TF1 pendant 3 ans. Voilà de manière un peu elliptique la carrière journalistique de Villeneuve. Mais le bonhomme maintenant. Ça, on le savait un peu, ça on pouvait le lire dans les journaux. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce que vous en pensez. Alors, c'est un homme seul, qui a peu d'amis, mais quand il en a, il paraît-il très fidèle. Ses amis sont rarement des anonymes, et très souvent des hommes ou des femmes de pouvoir. C'est plus un réseau qu'un cercle d'amis. Alors ça va d'Arsène Wenger, son futur conseiller occulte, à qui il doit en partie son nouvel emploi, à Sophie Botteille, qui est une avocate de la pègre marseillaise, et de Robert Louis Dreyfus, sans oublier Bernard Laporte, le secrétaire d'État au sport, et dit-on, Nicolas Sarkozy. C'est la rumeur qu'il dit proche du président, ce qui, vous l'avouerez, n'est pas très original par les temps qui courent. Alors, ses ennemis, maintenant, il en a beaucoup plus que d'amis. Thierry Roland. Alors, il faut dire que Lelay et Moujotte lui ont fait jouer le rôle du nettoyeur à TF1, et on l'a surnommé d'ailleurs le Léon de TF1, qui a fait de nombreuses victimes, et la plus célèbre, vous l'avez dit, c'est Thierry Roland, qu'il surnommait, ça nous faisait beaucoup rire à l'époque, Abou Nidal. Autre ennemi célèbre, un ancien ami à lui, Jean-Claude Dacier, patron de LCI, qu'il a toujours un petit peu jalousé, envié, parce que Dacier, plus proche de Moujotte, et surtout plus charismatique, et puis, disons le mot, beaucoup plus brillant. Mais attention à ce que vous dites quand vous parlez de Charles Villeneuve, parce que Villeneuve a une particularité, c'est qu'il a une ablation du sens de l'humour à la naissance. C'est-à-dire c'est un garçon déjà qui entretient une forme de mystère sur son passé, voire sur son présent. Villeneuve, comme me le disait mon marchand de journaux ce matin, c'est le genre à avoir libéré Saint-Maur avec un pistolet à eau chaude. C'est-à-dire qu'il peut le même jour avoir appelé Arafat quand il était de ce monde, c'est plus dur aujourd'hui, avoir déjeuné avec George Bush et expliquer à Raymond Domenech la stratégie du match contre la Roumanie, tout en ajoutant qu'il se souvient avoir sauté sur Colvézi et qu'il a couvert 3 combats à Monzon-Boutier alors qu'en réalité il y en a eu que 2. Alors, c'est terrible ce que vous dites. Non, et j'exagère à peine, bien sûr que j'en rajoute, tous ses proches vont pouvoir vous le dire, et ils s'en amusent d'ailleurs, à défaut de s'en attrister. Par exemple, à l'entendre, il peut vous affirmer avec aplomb qu'il a joué à l'Étoile du Sahel, ou qu'il a été demi de mêlée à Toulon, parce que Charles Villeneuve, et c'est son gros problème, n'appartient pas au sérail du sport, et il en fait le complexe. Mais cela étant dit, et là je vais redevenir beaucoup plus sérieux, Villeneuve peut être le président qu'il faut au Paris Saint-Germain. D'abord parce que c'est un meneur d'hommes, il sait s'entourer de bons conseils, c'est un gros travailleur, il est autoritaire et il ne fait pas de sentiments. Il a appris à gérer un budget à TF1, certes beaucoup moins important que celui du Paris Saint-Germain, mais quand même. Alors c'est le 3e journaliste à la tête du PSG, après Denisot qui a formidablement réussi, et Charles Guetry qui lui a plutôt échoué, et tous les deux pourtant avaient une parfaite connaissance du football et du monde du football. Alors, vous savez ce qu'a dit Wenger à Charles Villeneuve hier? Il lui a dit, avant donc qu'il prenne ses fonctions,
es-tu prêt à souffrir? On va donc pouvoir voir et juger de sa capacité à la souffrance. Sur le terrain, nous jugerons, dans les tribunes également, et nous verrons si Villeneuve réussira à mettre au pas cadencé non seulement les joueurs, mais aussi les supporters, ce qui n'est pas une mince affaire, qui vont devoir apprendre, je le répète, les paroles du nouvel hymne du Paris Saint-Germain. Tiens, voilà du boudin. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Mais vous-même, vos rapports perso, vous, avec Charles Villeneuve. Ils vont être bons à partir de maintenant. Excellent, oui. Excellent. Non, j'ai eu d'assez bons rapports avec lui jusqu'à maintenant. Oui, bien sûr. Bien sûr, non, c'est quelqu'un qui me fait rire. Moi, j'avoue que il m'amuse beaucoup. Bon, bah écoutez, on espère qu'il amusera les supporters du PSG l'année prochaine. On souhaite bonne chance, en tout cas à Charles Villeneuve, parce qu'il faut une grande équipe à Paris, comme on l'a répété pendant de nombreuses semaines sur toutes les radios et toutes les télés. Bravo pour ce portrait. Merci Roger Zabel. Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Philippe Tesson, Stevie Boulet, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou et Serge Liano pour les chansons tabous. Bonjour Serge. Bonjour. Les chansons censurées, vraiment censurées? La plupart ont été censurés, oui. Vous savez, on en avait parlé, je crois, il y a quelques mois, et mes camarades m'avaient fait remarquer qu'il y avait quelques omissions. Et vous-même m'aviez fait remarquer que parmi ces chansons censurées, la plupart, enfin toutes à cette époque-là, dont j'avais parlé, avaient subi la censure de droite. Et nous n'avions pas parlé de chansons qui ont été censurées par la gauche. Ah voilà, il en fallait aussi. Donc c'est une deuxième fournée. Elle nous permettra d'entendre Léo Ferré, par exemple. Léo Ferré qui... la chanson s'appelait Monsieur Barclay, là. Il s'en prend au matraquage dans le domaine de la chanson. Henri Tachant, la censure, un pamphlet contre les journalistes aux ordres. Enfin, François Béranger, lui, c'est le tango de l'ennui. Le leitmotiv, c'est Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Vous savez qu'Anastasie était le surnom de la censure. Il y a aussi Drucker qui s'exprime dans une émission qui s'intitulait 50 ans de variété à la télé. Et il parle d'une censure qui avait frappé Jean Ferrat. Une chanson qui était dédiée à Jean d'Ormesson et qui avait été assez dure. Maxime Le Forestier, Je m'en fous de la France, c'est une chanson antipatriotique et je rappelle que les paroles étaient de notre camarade Marianne Sergent. C'est pas vrai? Oui. Et dans son spectacle, elle l'évoque, elle raconte que cette époque-là, elle était très liée avec un des musiciens de Maxime Le Forestier et qu'elle lui avait donné ce texte. Et moi-même, j'ai été surpris d'apprendre que c'était de Marianne. Francis Lemarque, Boris Vian, Thierry Leluron et Gérard Lenormand fermeront le banc de ce spécial censure. Monsieur Barclay m'a demandé, Léo Ferré, je veux un succès afin que je puisse bien m'attraquer. À Europe 1, faudrait censurer le striptease, la presse du cœur et les faillots. Faudrait trouver la terre promise ailleurs qu'aux conneries de radio. Anastasie, l'ennui m'anesthésie. Bedos, Ferrat, Ferré, la boîte à stèles à l'époque de Gaulle, c'était pas simple. Quand je prenais Ferrat, je savais qu'on tremblait un petit peu. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un
de liberté, flottait sur Saigon. Musque d'Ormesson, directeur du Figaro, s'étant jugé diffamé. Sans porter aucun jugement sur la chanson de Jean Ferrat, nous avons cru devoir la retirer de ce programme. M'en fous de la France, on m'a menti. On a profité de mon enfance pour me faire croire à une patrie. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Ma décision est prise, je m'en vais déserter. Un socialiste exemplaire, Mitterrand. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi? C'est la rose, l'emmerdant. Chante! L'aimait-il trop ou pas assez? Ceux qui sur elle ont fait main basse, on a volé la rose, notre meilleur ami. Bravo Serge Liado, on a volé la rose, c'était Gérard Lenormand. Voilà. L'emmerdant, c'est la rose, c'était Thierry Laluron sur un texte de Bernard Mabie. Le fameux déserteur de Boris Vian, tout le monde connaît. Et Quand un soldat a été remarqué par Philippe Tesson Et oui, et chanson Pierre de Bénichou. Francis Lemarque. Chanson de Francis Lemarque. Interprété aussi par Yves Montand, qui est un petit chef-d'œuvre bien supérieur, selon mon ami Tesson et moi-même. Nous venons de nous concerter au si célèbre déserteur de Boris Vian. La brouille entre Rachida Dati et Édouard Balladur, une chanson flash qui ne sera pas censurée. On a pu lire effectivement dans la presse cette semaine qu'Édouard Balladur avait traité de nulle la ministre de la Justice, que depuis, il essaie de lui faire comprendre que c'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais que Madame la garde des Sceaux ne veut plus prendre au téléphone Monsieur Balladur pour accepter ses excuses. Ring. Allô, ici le secrétariat de Rachida Dati. Écoutez, ici c'est Monsieur Édouard. Il faudrait que je parle à Mme Rachida. Ah, c'est le vieux monsieur de la dernière fois. Bon, je veux bien lui demander, mais je crois qu'elle est en train d'essayer des nouvelles robes de chez Dior. Dites-lui, je vous prie, faut que je lui parle maintenant. C'est très important. Est-ce que vous lui avez fait quelque chose à ma patronne quand je lui dis que c'est vous? Elle me fait un drôle de geste avec le doigt. Je téléphone toutes les heures, mais on me la passe pas. Place Vendôme, je crois que leur standard marche de guingois. 24 heures sur 24, j'appelle Rachida, mais chez Dati, le SAV ne répond pas. Je me demande si je vais pas raccrocher. Je vous demande de vous arrêter, Serge Liado. Volontiers. À lundi, bon week-end. À lundi, salut. Joueur né, le plus grand joueur de poker du monde, grandeur et décadence. C'est signé Nolan Dalla Peter Alson. Ce joueur en question s'appelle Stu Ungar. Moi, je ne connaissais pas. C'est publié chez Sonatine. On a confié ce livre à toute l'équipe. À part Philippe Tesson qui me dit, moi, le poker, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Non, mais j'ai pas eu le le temps de le lire, j'ai finissé une partie. Ou vous avez perdu le livre au poker, peut-être. Alors, évidemment, Pierre Bénichou aura, je l'imagine, été intéressé par ce livre sur le poker. J'étais passionné. Passionné. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, parce que, évidemment, tout le monde ne s'intéresse pas au poker. Par exemple, Stevie. Moi, je ne m'intéresse pas au poker. Je ne sais pas y jouer, ni au gin, ni au blackjack. Enfin, je suis nul en casino. Je ne sais jouer qu'à la machine à sous. En revanche, j'ai adoré ce livre. Je suis rentré dedans. Alors, Stuart Ungar, plus connu sous le pseudo de Tsu. Oh, j'ai pas y arrivé. De Tsu. Enfin, bref. Tsu, c'est chinois. J'arrive pas à le dire. Stu, on va dire. Moi, je vais dire Stuart, hein, c'est plus facile pour moi. Stuart. Alors, Stuart, bon, il est né à New York, etc. Depuis qu'il a 12 ans, il se passionne pour le rami.
pour le gin, etc. Mais sauf que, comment expliquer? C'est l'un des plus grands joueurs et il a une capacité à mémoriser le jeu de cartes. Ça veut dire qu'il est capable de te dire dans les 10 dernières cartes qui vont passer lesquelles vont être les cartes. Donc ce qui fait qu'au blackjack, il était imbattable. D'ailleurs, dès qu'on le voyait arriver dans un casino, parce que la première fois il a joué, il a gagné 80 000 euros et c'est le responsable du casino qui a dit non, monsieur, on arrête, c'est fini pour vous. Suite à ça, il a été fiché dans tous les casinos du monde, comme quoi qu'il ne pouvait plus jouer au blackjack parce qu'il mettait la banque à tapis. Et je crois que d'ailleurs, c'est grâce à lui que maintenant au blackjack, il y a plusieurs jeux de cartes et il y en a plus qu'un seul. Donc déjà ça c'est l'arrivée de Stu. Ensuite au rami c'est pareil. Il a une telle capacité à mémoriser les cartes qu'il n'en est imbattable. D'ailleurs ça a été, il dit un jour il y aura peut-être un meilleur joueur de poker que moi. En revanche au rami je serai imbattable. Il est imbattable parce qu'il connaît la suite des cartes qui vont déballer. Voilà, qui arrive. Pourquoi ça vous a passionné? Et un jour, pareil, comme il est interdit de tout, un jour, il va se lancer au poker. Il va commencer à jouer au poker. Il sait très mal y jouer. Il connaît à peu près. Puis il y va, et puis il arrive quand même en finale lors du grand championnat du monde à Las Vegas. Et pareil, il arrive à gagner. Ce mec est un génie. Et moi, ça m'a fasciné parce que contre Bruel. Ouais, non, mais on estime qu'il aurait gagné en tout sur les tables de jeu près de 30 millions de dollars, ce qui est colossal. Et de cet argent, tout est parti dans des jeux parce que en même temps ça pouvait être un génie du jeu de cartes, mais sa passion c'était de parier chez des bookmakers ou jouer aux courses, notamment courses de chevaux, etc. Et il a perdu des fortunes astronomiques. Et ce qui fait que cet homme-là qui aurait dû bien vivre, en fin de compte il a terminé seul, complètement drogué, parce qu'il faut dire aussi que c'est un ancien cocaïnomane. Dans les jeux, oui, dans les jeux, mais aussi aussi dans la drogue. Ouais. Donc, ce qui fait que de toute sa fortune, tout est parti dans la drogue, dans l'alcool, dans les jeux. Il s'est retrouvé tout seul, isolé. Il avait une femme qu'il a perdue, Madeleine. Enfin, c'est catastrophique, mais en même temps, c'est féerique. Je sais pas comment dire, mais enfin, il a une vie pitoyable, mais à la fois géniale. Je vous propose de changer un peu le processus de cette émission. Pour une fois, on va donner la parole à Pierre Bénichou d'abord. Oui, vous êtes d'accord? oui, bien parce sûr. que le sujet le mérite. Et Et voilà un homme qui connaît le poker. Bon, ce livre est un document. C'est un document, je pense que les gens qui ne jouent pas aux cartes vont s'y ennuyer. Je pense que c'est trop compliqué, on avait très mal expliqué la façon dont on explique les coups et tout ça, c'est difficile. Je pense que c'est un document exceptionnel quand même pour ceux qui aiment le jeu de cartes, parce qu'on montre comment ce type, qui ressemble, à mon avis, au héros du parfum, c'est-à-dire c'est un homme sans corps, il est laid, il mange pas, il sait pas manger, il aspire la nourriture, il sait rien faire que jouer aux cartes. Et il est le meilleur des meilleurs, parce qu'il a, qu'est-ce qu'il faut pour jouer aux cartes? Il faut un pouvoir de concentration. Il a ce pouvoir de concentration exceptionnel qui lui fait mémoriser les cartes, qui sait à la 3e carte jeter, non pas au rami, mais au gin, où il joue, où il est le meilleur joueur du monde. Il sait à la 3e carte à peu près ce qu'a son adversaire en main, et il ne perd jamais au gin. C'est un génie du gin. Comme le poker devient le jeu roi, lui qui est un fils de bookmaker un peu minable, juif hongrois des bas-fonds de Brooklyn, il devient dans cette petite mafia, comme dans les films de Scorsese, il devient le petit génie, le petit qu'on montre, qui a 12 ans, la mafia commence déjà à le sponsoriser pour qu'il aille dans les tournois. Il va dans les tournois à $1000, puis dans les tournois à $5000, puis au poker, il connaît un ou deux pokers, le Seven Stud, le machin, et quand il arrive à son premier tournoi, il a joué 4 fois, et les plus grands champions d'Amérique commencent à s'émerveiller pour ce petit génie qui arrive sale, avec son nez plein de coke, son air un peu comme ça, mal foutu, qui a jamais baisé que dans des salons de massage, parce que ça va plus vite, parce qu'il n'a pas le temps, il ne pense qu'à jouer, qui gagne des fortunes, et qui les dépense à des jeux de hasard. C'est ça le drame des joueurs. C'est qu'aussi bon soit-il, c'est quoi un bon joueur? Un bon joueur, c'est celui qui arrive à abolir le hasard le plus possible. Mais qui n'aime qu'une chose, c'est le hasard. Donc les jeux
où ils sont arrivés à abolir le hasard ne les intéresse plus. Et ils vont jouer comme des cons aux courses de chevaux où ils ne connaissent rien, à se faire entortiller par d'autres, parce que les jeux où ils sont bons, c'est leur métier, ce n'est plus leur adrénaline et leur folie. Et là, au poker, il trouve quand même, comme il a une sorte d'énergie extraordinaire et de volonté en même temps que sa science, il est d'une audace folle, il est d'un mal élevé comme personne. Il dit alors les ploucs, toujours les mêmes vieux cons, il a 19 ans, les types ont 55 ans, c'est des vieux Texans bourrés d'argent qui ont fait leur fortune dans le pétrole ou dans le poker ou dans le machin, et on voit comment ce type est avec la mafia, les rapports qu'il a avec la mafia et à quel point la mafia est respectueuse de ce genre de petit mec. Jamais il naît, enfin dans le livre tel qu'il est raconté, et il est raconté par un journaliste formidable qui est un journaliste d'Esquire, que j'ai connu un peu à New York d'ailleurs, et qui a écrit sur le jeu toujours les articles les plus formidables. La seule chose, moi, qui me retient de dire aux gens, allez-y, achetez-le, c'est qu'il faut connaître, il faut savoir quand même ce que c'est que le turn et le river et le flop. Stevie dit que non, il joue pas au poker, il a aimé ça quand même. Isabelle Motro. Oui, moi je joue pas au poker et c'est vrai qu'il y a des pages où en fait on comprend pas, et moi pour dire la vérité, je me suis pas accrochée sur les choses auxquelles je comprenais pas auxquelles je comprenais rien, et j'ai continué, voilà, j'ai lu l'histoire de ce garçon, et là où je suis pas d'accord quand tu dis ce qui est la quatrième de couve, grandeur et décadence. En fait, il y a aucune grandeur dans ce type. Il n'y a que de la décadence. Non, mais justement, ce que je trouve fou, et ce que comme l'a décrit Pierre, ce qui est fascinant, c'est que ce type, il naît déjà. C'est évident qu'il va tout perdre parce qu'il n'a rien au départ. Il n'a que cette capacité prodigieuse à calculer, à mémoriser, à prévoir le jeu, mais il n'a rien d'autre. Il n'aime pas vraiment les gens, enfin il a des passions comme ça, mais qui sont quand même assez comment dire, il aime sa mère, il aime cette femme qui va très basique, et puis sa fille, et puis voilà, il est coupé du reste du monde, il n'a aucune culture, il ne s'intéresse à rien, parce qu'il n'est rien, il n'est personne, il n'est qu'une machine, même physiquement, déjà au départ il est pas très gâté, mais alors en plus il se détruit totalement, et c'est fascinant de voir à quel point ce type est dénué de tout. Et c'est une espèce de destin atroce, quoi. Philippe Alfonsi. C'est un formidable livre de journaliste. C'est un exemple de ce que les Américains savent faire en matière de journalisme et d'écriture. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ce qu'a dit Pierre, il a tout dit. Donc je ne dirais pas grand-chose. C'est formidable ce qu'il a dit sur ce bouquin. Tout est dit dans ce qu'il a dit. Simplement, je crois pas qu'il faut décourager les gens en disant si vous ne connaissez pas non, je crois que parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement passionnant. On se passionne tellement pour ce type qui en effet n'est rien, qui se confronte au hasard, qui pue, qui est moche, qui est détruit, etc. Mais qui a justement cette espèce de grandeur face au hasard, face à la chose la plus impalpable qui soit, que on se passionne pour ce type, et qu'on ne connaisse pas le poker est peu important, je crois, Pierre. Pierre, très vite. Alors, si je dis que je ne conseille pas à ceux qui ne connaissent pas le poker, je ne conseille pas impérativement d'aller acheter ce livre, parce que peut-être qu'ils vont s'ennuyer. En revanche, toute personne qui joue un peu au poker, et il y en a de plus en plus en ce moment, doivent absolument l'acheter. D'abord, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai appris des coups de poker, là, que je ne connaissais pas, 2 ou 3 en tout cas. Et surtout, parce qu'on voit, quand on se croit fort, que ta gloire, c'est de la merde, et que plus on joue bien, plus on risque sa vie dans ce truc-là. Et ça, c'est une leçon formidable d'anti-jeu. Voilà. Oui, pour on aller peut lire ce livre par prévention. Voilà, pour aller justement dans le sens de ce que dit Pierre, mon fils qui a 17 ans et qui joue un peu au poker, mais donc comme quelqu'un de 17 ans, parce que c'est un peu la mode en ce moment, a lu ce livre. Il y a un moment, dès qu'il est sorti, alors il joue moins de toute façon, mais surtout il a été fasciné justement par ça, c'est-à-dire par cette espèce, c'est effectivement édifiant, quoi. On se pose quand même des questions après avoir lu ce livre sur ce que c'est vraiment que le jeu, quoi. Joueur né, ça s'appelle. Stu Ungar, le plus grand joueur de poker du monde. C'est son histoire racontée par Nolan Dalla et Peter Alson. C'est aux éditions Sonatine. Manifestement, vous avez tous aimé ça. Oui. Qu'on aime ou pas le poker, vous avez aimé cette enquête, puisqu'on peut parler d'enquête. Ce récit de journaliste. Donc, Joueur né, ça coûte 18 €. C'est chez Sonatine Édition. Et j'ai choisi évidemment une chanson qui s'appelle Poker, une chanson signée Charles Aznavour pour les paroles, Charles Aznavour et Pierre Roche pour la musique.
Par 3 gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. On a enlevé nos vestons, commandé force boisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. J'en jette 3 car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris 3 cartes et lui 2 cartes. Vous, combien de cartes? Moi, juste une carte. Ah, faut se méfier, il y a du bluff dans l'air. Je suis blinde, à toi de parler, dit au second le premier. Et ce dernier s'écrie parole. Le 3e mise 100 francs, je dis t'es 100 plus 1000 francs. Les 2 autres s'arrêtent au vol. Le 3e me dit voilà tes 1000 francs, qu'est-ce que tu as? 3 dames, j'ai gagné je crois, non dit-il, car j'ai 3 rois. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Je me dis qu'es-tu venu faire dans cette galère? On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. Je me dis maintenant va falloir se refaire. Pendant toute la partie je me faisais des reproches. Quand se termina la nuit, je n'avais plus rien en poche. Avant que je ne parte, je prends les cartes, je déchire les cartes, je jette les cartes et les piétine avec colère. Mais au moment de m'en aller, j'entends des coups de sifflet, une descente de police. Les inspecteurs du quartier veulent tous nous interroger. Me voici devant la justice. Ils me disent, mon garçon, nous sommes bons et te donnons 1 minute pour t'expliquer. Je leur ai dit, affolé. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Je n'ai jamais rien eu de meilleur qu'une paire. On prend ces cartes, on regarde ces cartes, on s'écrit cartes, puis on écarte. Je vois très bien, me dit le commissaire. On va vous emprisonner car du reste moi je m'en fiche. Mais on va vous affecter au département des fiches. On prend les cartes, on regarde les cartes, on trie les cartes, on range les cartes. En prison je suis devenu fonctionnaire. Tout ça parce qu'un jour, un bien triste jour, j'ai voulu jouer au poker. Cinéma, Monique Pantel, bonjour. Bonjour. Ah, je suis sûr que vous allez commencer par Sex and the City, forcément ça vous intéresse. Laissez-moi commencer comme je commence. Ah bon, d'accord. Ce soir, mon corps balance je vais me faire engueuler. Entre du sexe mou et la rencontre de 2 mégalos. Ah, les mégalos, c'est Maradona et Kusturica. Bravo. Mais le sexe mou, ce serait Sex and the City? Oui. Pourquoi mou? Il y a beaucoup plus de cité que de sexe dans ce film. Hein. La série qui triompha à la télé que j'ai pas vue, hein, devait être bien plus marrante et bien plus audacieuse. Oui, absolument. Là, on l'a édulcoré pour le ciné. En fait, ce film sur 4 soi-disant folles de cul, de sexe et de mode est une contrefaçon. Certes, on voit un petit bout de queue. Pendant 4 minutes, c'est celle du voisin. Voilà pour l'érotisme. Quant au mot drôle, il fuse autant que des pétards sous la pluie. Mais les fans de la télé, de la série télé, ils vont quand même y aller. Mais enfin, en tous les cas, c'est ennuyeux. Hein. Bon, on n'est pas forcément adoré ça. T'es peut-être un peu sévère. Moi, je l'ai vu. Je trouve que quand on a aimé la série, effectivement, c'est ce que tu dis est juste. C'est beaucoup plus plan-plan, beaucoup plus attendu, etc. Mais il y a quand même quelques bonnes répliques et on est content de retrouver ces personnages. Maintenant, c'est plus de la série améliorée que du cinéma. Et c'est surtout, avant tout, ni une série ni du cinéma, c'est du marketing. Bravo, la Motro. Maradona par Kusturica. C'était présenté à Cannes. Et effectivement, on attendait beaucoup de cette rencontre entre le réalisateur plusieurs fois Palme d'Or et le roi du ballon rond, en Argentine en tout cas, et même à un moment donné niveau mondial, comme on dit dans ces cas-là. C'est quand même Maradona, c'est quand même le dieu du foot argentin. Oui. Et Kusturica, c'est un des rois du cinéma mondial, 2 Palmes d'Or à Cannes. Oui. Ils se sont bien rencontrés. Oui. Mais le match entre ces 2 grosses pointures est gagné par Kusturica, qui se filme lui-même avec délectation et sans arrêt. C'est ça, il paraît qu'il est trop présent dans le docu. Oui, c'est un peu ridicule. On apprend pourtant de la bouche même de Maradona qu'il a plongé dans la coque, et quand il dit que c'est sa plus grande faute, il est touchant. Mais ça, on le savait un peu déjà quand même. Oui, mais la plus belle scène pour moi, c'est quand il chante une chanson à sa propre gloire. C'est très amusant et très joyeux. Mais pour les fans de foot, ce sera bien sûr les nombreux et miraculeux buts qu'il n'a pas cessé de marquer. Ça, c'est très très bien. Vous voyez, quand même, c'est un truc à voir. Hein. Ouais, on voit les buts de Maradona dans le documentaire. Il y a des extraits de... Absolument, il y en a plein. Ah bon. Grace is gone. Eh ben, elle n'est pas Gwyn. Grace, c'est un officier. Oui.
de l'armée américaine, mère de 2 petits-enfants qu'on a envoyés quand même en Irak. Ouais. Et la pauvre, elle vient de mourir, et son mari, John Cusack, qui joue normalement, il n'a pas le courage de le dire à ses petites filles. Ouais. Du coup, au lieu de dire que la mère est morte, sans avertir personne, il les amène en voyage de parc d'attraction en parc d'attraction. Ouais. Bien sûr, on n'ose pas critiquer ce film honnête, mais c'est quand même, ce père est bien chiant quand même, parce qu'il s'enfonce dans ce mensonge qui ne le mènera à rien, et c'est beaucoup plus embarrassant qu'émouvant, ce film. On peut l'oublier. Alors, Isabelle Motro? Oui, moi j'aime beaucoup John Cusack, mais je dois dire que effectivement, faut vraiment l'aimer à la folie pour... Allez voir ce film. Ouais. On oublie alors Grace is Gone. Les amateurs de Sex and the City, la série, iront voir le film par curiosité de toute façon. Oui, bien sûr. Et puis, ceux qui aiment le foot, Maradona par Kusturica, voilà. Il y a pas Je vois pas pourquoi on dit Kusturica maintenant. je sais pas, moi j'ai toujours entendu dire Kusturica, alors je dis pareil. Ben non, et moi je le connais bien, j'ai déjeuné avec lui à Paris il y a longtemps. Ah, mais c'est pas le bon avec lequel vous avez déjeuné. Mais tu l'appelles Émir, toi. C'est son frère. Non, je l'appelle pas Émir, mais je l'appelle formidable homme. Appelez-le moins souvent, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Et il y a peu de films qui sont sortis cette semaine. On restera là-dessus, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Mais il y en a des bons la semaine prochaine. Alors rendez-vous vendredi prochain. Bisous, au revoir. Avant de partir, quelques coups de cœur. Tiens, d'abord, Philippe Gueluc, qui dans le cadre de la vente de Millions et Associés, vendra des originaux de ses planches de bande dessinée, puisque la BD est désormais un art contemporain, à Drouot-Montaigne, le samedi 31 mai, c'est-à-dire donc demain. Drouot-Montaigne à partir de 14h30, exposition publique et vente de certaines planches du chat. Ça vous fait rire, ça, Pierre Bénichou? Mais oui, mais c'est comme ça. Non, mais c'est bien, Eh oui, la BD est devenue un art. Non, mais c'est pas ça. Philippe Gueluc doit être très fier de voir ses planches vendues chez Drouot. Un premier roman, La cinquantaine bien tapée. Tiens, je vais l'offrir à Isabelle Motro parce que ça lui... C'est super gentil. Mais non, mais pour qu'elle ait le temps de s'y préparer, évidemment. Pour qu'elle ait le temps de s'y préparer. De Julie, Saltiel. Vous la connaissez, Julie Saltiel? Non, mais je sais, il y a une très bonne rumeur autour de ce roman. Exactement. On parle beaucoup de ce livre, La cinquantaine bien tapée, son premier roman. Elle s'appelle Caro, elle a la cinquantaine, elle s'imagine en femme rangée jusqu'à ce qu'elle tombe sous le charme d'un jeune écrivain libertin et manipulateur. La suite, vous la lirez dans ce premier roman publié chez De Noël, La cinquantaine bien tapée, signé Julie Saltiel. Allez, on vous souhaite un bon week-end sur Europe 1 après tous ces conseils. À lundi, c'est le dernier conseil, 16h-18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.